Donc on va parler de la saga des films Aliens avec Guide. Comment tu vas, Guide? Eh ben écoute, très bien. Je suis très content que tu m'aies proposé de parler d'Alien parce que je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Ouais, c'est une série qui me tient à cœur aussi au niveau des films parce que on va dire que par rapport à la base du film de science-fiction, il y a beaucoup de choses à dire dans les à côté par rapport à l'histoire des États-Unis avec les guerres, etc., le design des films. Il y a plein de choses sur lesquels on peut discuter. Et par exemple, toi, comment t'es venu au premier film lequel t'as vu en premier? Ah ben, le huitième passager, donc le tout premier. Mais je l'ai pas vu que à sa sortie, puisque moi je suis né en 92 et lui il est sorti en 1979, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'ai pas pu le voir à ce moment-là, malheureusement. Mais moi, mes parents l'avaient vu et c'est que beaucoup plus tard que ben, ils me l'ont fait découvrir parce que c'était un film assez culte pour l'époque, en matière surtout de films d'horreur à ambiance et surtout au niveau des créatures. On va pas se le cacher, le Alien était vraiment extrêmement classe, même si on le voyait pas tant que ça, puisque c'était un film assez sombre, même pour aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est un film qui m'a quand même marqué parce que je ne l'ai pas vu en entier Ah, la d'accord. première fois, parce que ouais, j'ai flippé quand même. Je trouve qu'il y a une ambiance qui est extrêmement angoissante et flippante, alors que pourtant, ben, ça reste un film, mais je trouve que ça marche très très bien. Bah, disons que moi c'est pareil, hein. C'est-à-dire que le film, quand t'es le premier Alien, le huitième passager, quand tu le vois la première fois, bah, il est quelque chose comme 23 heures, t'es dans le coin de ta porte au niveau de ta chambre, tes parents ils te disent non, non, regarde pas, c'est pas pour toi, va dans ton coin, et finalement tu te rends compte que le film tu le verras peut-être dans 10 ans, hein, si jamais tu grandis et que le film il est encore d'actualité. Mais c'est pareil, hein. Moi je pense que ce film-là, il est passé, je crois, à la télé la première fois peut-être en 87-86 sur Canal+, parce que les films ils passaient longtemps après leur diffusion. Bah, il y avait déjà Aliens, voilà, c'était Aliens ce que j'avais vu Mm. dans le coin de la porte de la chambre. Et par contre, le huitième passager, il était passé sur quelque chose comme sur TF1 ou Antenne 2 à l'époque, mais très tard. Et je me souviens encore, tu sais, de la sirène que t'entends à la fin du film quand Ripley elle essaye de s'évader Mm. pour échapper à l'alien et aller dans le vaisseau de secours. Et, euh, et c'est vrai que c'est un moment marquant parce que par rapport à pas mal de films qu'il y a eu dans les années 80, comme Gremlins, les Critters, je sais pas, il y a d'autres films encore. Je dirais pas les Goonies, hein, parce que les Goonies, ça n'a Mm. aucun rapport. Il y a un moment, peut-être t'as peur parce qu'ils sont dans les grottes, et puis voilà, et tu sais pas qui ils vont voir. Après, bon, bref, ça reste de la comédie pour les enfants, mais Alien, c'est quand même un niveau au-dessus. Alors, moi, je sais pas si toi, t'as connu à l'époque Elvira, qui était sur France, sur, comment dire, la 5 la chaîne La 5 qui passait Mm. des films d'horreur. Il y avait la Ouais. 5 qui Ouais. avait été achetée par Berlusconi à l'époque et qui était arrivée en France. Et cette chaîne avait les mangas, les dessins animés, etc. Et puis le soir, il y avait des émissions, je crois que c'était tous les jeudis soirs ou tous les vendredis. Alors je sais plus exactement le jour, hein, je m'excuse pour ça. Mais c'était, comment dire, une soirée spéciale où tu avais des films d'horreur. Tu avais Amityville qui passait par exemple, tu avais Massacre à la tronçonneuse, Mm. et qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Halloween, etc. Et puis, bah, il y avait des films du genre Alien. Et sincèrement, moi, là, c'est peut-être la première fois que j'ai pu voir un film en entier d'horreur, entre guillemets, parce que quand tu revois Alien, le huitième passager, les scènes marquantes, surtout, dont tout le monde parle encore aujourd'hui, hein, c'est la bestiole qui sort du ventre d'un des, Oui. des spationautes, ou je sais pas, des mercenaires de l'espace, je sais pas comment on peut les appeler au final. Mais c'est encore une scène marquante aujourd'hui, et je pense qu'à l'époque c'était encore pire parce qu'il y avait très peu de films qui étaient plus ou moins adaptés pour un public familial. Et quand ce film-là passait à la télé aux heures de grande écoute, entre guillemets, que toi, avec ton esprit naïf des années 80, tu vois ce film, tu te dis putain, Mm. c'est une claque visuelle quoi. Je sais pas si quel souvenir toi tu as par exemple Bah, de ce moment-là.
Bah, c'est surtout que c'était un film qui mettait en avant une créature, et une unique créature, quelque part, puisque c'était le huitième passager. D'ailleurs, il m'a fallu du temps pour comprendre ce que voulait dire ce texte, ce fameux titre. Ouais, Et surtout, on avait l'habitude des films où, en général, la menace, alors soit c'était genre des esprits, comme tu dis, avec Amityville, donc voilà, Exorciste, ce genre de choses, ou alors des tueurs en série, un massacre à la tronçonneuse, Scream, enfin bon, enfin, on avait l'habitude de films où en fait le danger, quelque part, tu pouvais le fuir parce que tu étais sur la terre ferme quelque part, ou alors tu pouvais te protéger de cette menace. Alors que là, quelque part, ça se passe dans l'espace, dans un vaisseau, quelque chose qui est inconnu pour certains êtres humains comme moi. Quand j'étais petit, je savais pas ce que c'était l'espace, tu vois, je ouais. n'en avais pas forcément entendu parler, j'en avais pas des connaissances, et je sentais quand même que là, malheureusement, ces personnes qui étaient dans ce vaisseau étaient enfermées avec quelque chose et ils ne pouvaient pas lutter contre ce danger-là. Malheureusement, ils pouvaient même pas s'en échapper, ils pouvaient pas se ouvrir le hublot et se casser, tu vois, en mode allez, va te faire foutre, il va mourir, espèce d'alien à la noix. Non, malheureusement, et c'est pour ça que le danger était tellement présent, et en même temps tu disais qu'il n'y était pas, que ben, ça a accentué la peur chez moi quelque part, alors que étrangement, comme je dis encore une fois, on voyait pas spécialement grand chose, et en fait les quelques scènes où tu voyais par exemple sa bouche, où tu entendais ses déplacements, ben, t'étais stressé en fait. Hmm. Alors que ben, tu te disais comment affronter cette créature? Est-ce qu'ils ont un moyen de s'en sortir? Est-ce que cette créature craint quelque chose? Parce que c'est aussi une créature que nous ne connaissons pas, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment elle fonctionne, et petit à petit, plus on va la découvrir, plus en fait elle devient inquiétante au final. Hmm. Mais ça on va revenir à la société de l'époque aussi avec la guerre au Vietnam qui s'est déroulée, et puis t'as la peur de l'étranger aussi, de l'inconnu qui est représenté à fond dans ce film, avec justement cet extraterrestre entre guillemets que tu vois pas pendant une bonne partie du film, tu sais pas à quoi il peut ressembler, etc. Tu sais qu'il y a un xénomorphe qui va venir bouffer petit à petit tous les passagers. Et ça, tu peux comparer ça dans l'esprit de l'époque comment dire, l'immigré qui vient aux États-Unis, qui prend à la limite le travail des Américains, tu sais. Il y a une. De toute façon, on va parler de toutes les théories, tu sais, qu'il y a autour de ce film. Parce que finalement, avec Giger qui a réalisé le design avec l'alien et puis tout ce qui est décor, etc., euh, il y a plein de questions à se poser. Et je sais pas si aujourd'hui encore on a une vraie réponse. Parce que l'intérêt des artistes, je pense, c'est de laisser l'imagination des gens qui vont voir leur œuvre divaguer dans tous les sens. Et l'intérêt d'un artiste, c'est de faire réfléchir aussi le spectateur. Et je pense que même Ridley Scott, quand il a fait ce film, il a essayé d'aller dans plusieurs directions, même si au début tu as une idée directrice avec un film de science-fiction, etc. Mais mettre des petits symboles à droite à gauche, ça a rendu encore le film encore plus mythique. Et vas-y, vas-y. Bah, c'est qu'en fait aussi, c'est que Giger, il a un art très particulier, très phallique. On le voit sur pas mal de ses premières œuvres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypothèses. En général, c'est ce qui revient le plus, c'est qu'il y a le symbole du viol, vu que l'alien a ressemblé à un pénis au niveau de sa tête. Sachant qu'en plus, ben, on le voit jamais vraiment dévorer des cadavres. En fait, il tue et il s'en va. En fait, c'est comme s'il pénétrait sa victime et il se cassait parce que ben, ça y est, il a fait ce qu'il voulait faire quelque part. Donc c'est pour ça qu'il y a une œuvre très dérangeante dans ce film qui a été présenté, c'est de montrer quelque part un viol, donc la créature qui viole sa proie et qui se barre pour s'en attaquer une autre et ainsi de suite. Et au final, on se sent démuni face à ce danger, comme si on ne pouvait rien faire à part subir quelque part. Et c'est pour ça que je trouve ça très dérangeant. Mais je pense que Ridley Scott, vu que c'est lui qui a réalisé le premier, n'a pas pensé ainsi. Je pense que lui, ce qu'il voulait, c'était montrer une créature totalement incroyable dans le monde du cinéma pour l'époque, quelque chose de vraiment horrifique qui va marquer les esprits, alors que je pense que Giger avait une autre idée totalement plus barrée, et ce qu'on ressent et ce qui est retranscrit au final dans toute la saga Alien. Hmm. Et c'est deux mondes qui se rencontrent, hein, parce que c'est vrai que c'est le monde entre guillemets d'Hollywood et puis un artiste indépendant underground un peu qui se mélangent et qui font une œuvre vraiment unique. Je pense que c'est un peu pour ça que le film est vraiment exceptionnel dans toutes ces branches artistiques, parce que
t'as des gens qui se sont occupés des décors, t'as des gens qui se sont occupés du scénario, et d'autres personnes qui sont venues apporter leur touche technique au niveau, tu sais, de la musique. Mm. Il y a des acteurs charismatiques qui vont devenir des très bons acteurs avec le temps, comme Sigourney Weaver. On va en parler des acteurs de toute façon avec les personnages. Mais il y a pas un mauvais acteur dans le film. Même le mec banal, tu sais, qui comme dans tous les films à la Scary Movie, qui va se faire buter dès les premières minutes. Tu le devines, Mm. quoi. Tu sais à peu près quel mec est un peu naïf. T'as des personnages caricaturaux. Mais même le mec qui se fait tuer en premier, par exemple, ben, tu vois, il a une empreinte marquante sur le film. T'as un espèce de sacrifice avec celui qui, malheureusement, voilà, t'as l'alien qui sort de son ventre au début. T'as un espèce de sacrifice donné au spectateur dès le début du film, comme ça, pour mettre en œuvre toute la saga et la trame du film. Je pense pas qu'à l'époque, Ridley Scott, il savait qu'il y aurait autant de suites, mais lui, il pensait rentrer surtout dans une œuvre unique et marquer les esprits avec toute cette analogie euh, au niveau du peut-être sexuel, peut-être morbide, peut-être meurtrière. Mm. Enfin, il y a plein de choses. Et sincèrement, quand tu vois l'héritage qu'a eu ce film et tous les gens qui ont essayé d'interpréter, il y a pas mal de contradictions, il y a pas mal de gens qui essayent encore de savoir pourquoi. Euh, Par exemple, tu vois, on va passer plus tard aussi à Prometheus, et on va en parler de Prometheus, mais même dans Prometheus, les réponses qu'on a essayé de nous donner, eh ben on les a pratiquement toujours pas, quoi. Ouais, mais le cas Prometheus et Alien Covenant, c'est des cas où malheureusement Ridley Scott fait partie de ces réalisateurs qui se sont sentis comme des dieux au moment où ils ont créé une œuvre intemporelle, puisque aujourd'hui encore, Alien, ça reste Alien, ça a marqué les esprits, ça continuera à marquer les esprits, et il considère d'ailleurs que les autres Aliens, les suites, ne valent pas son œuvre à lui, il considère que c'est lui qui l'a créé, que c'est lui le chef-d'œuvre absolu d'Alien, et sans lui, Alien n'existerait pas, blablabla. Enfin bon, bref, monsieur, je me sens plus pissé. Et le souci, c'est qu'il a voulu créer un préquel. Et au final, il a dit que c'en était pas un, mais au final, c'en est un. Bon, bref, on ne sait plus vraiment ce que c'est. À Alien, pour expliquer les origines, et au final, on a tous été globalement déçus, hein, on va pas se le cacher, avec Hmm. Prometheus, qui a finalement soulevé énormément de questions sans donner de réponse. Puis après, on a espéré qu'avec Alien Covenant, on ait les réponses, et au final, ben, on a toujours que des questions. Et il se peut que finalement la suite de Alien Covenant n'arrive jamais, même si on sait que techniquement avec c'est Disney hein, qui est maintenant derrière la saga Alien, pourrait éventuellement avoir une suite, mais on y croit moyen. Et honnêtement, je pense qu'il est temps de laisser cette saga là où elle est. Prometheus et Alien Covenant ont fait beaucoup de mal. Gardons de très bons souvenirs avec ces aliens phalliques, ces Fassinger qui posent des petits œufs qui font pousser des petits bébés comme c'est mignon. Encore une fois, le Ouais, viol, hein, on est d'accord. ouais. Ça revient toujours et encore. Mais surtout, en fait, ce qui est marquant dans la saga Alien, en plus de son époque, c'est de mettre une femme en tant qu'héroïne. Hein. Hmm. C'est pas un homme qui va affronter la créature, c'est pas un homme qui va sauver les autres, c'est une femme. Une femme qui est d'autres, donc Sigourney Weaver qui incarne donc Ripley. Enfin, je veux dire, c'est quand même fou de se dire que déjà à l'époque, on osait ce genre de choses, de mettre une femme en avant. Hmm. Et c'est moi pour avoir regardé le documentaire sur Aliens, le deuxième épisode. euh, et c'est marrant hein, parce qu'aujourd'hui on reparle encore, tu sais, comme dans le nouveau Terminator, du girl power, etc. On remet les femmes en avant, les femmes fortes, comme il y a eu à l'époque dans le premier Star Wars avec la princesse Leia qui est une femme Hmm. forte. On avait Sigourney Weaver pareil dans Alien qui est la femme forte aux commandes. C'était un peu fin années 70, le début de la rébellion des femmes. Et tu en reviens encore à la société de l'époque, tu sais, où Oui. t'as la femme qui a le droit d'avortement, qui peut voter, etc. Enfin, il y a plein de droits par rapport aux années 60 que la femme peut avoir. La femme travaille, la femme peut être célibataire avec un enfant, elle peut divorcer. Enfin, il y a plein de choses. Par rapport aux années 60 où l'Amérique était très puritaine, là, la femme rebelle arrive et tu vois que la femme, elle peut être indépendante et forte. Et c'est un signe qu'on retrouve aujourd'hui dans certains films qui avaient un peu disparu.
et la femme bobonne au foyer, tu sais, comme tu peux voir Mhm. dans les séries comme Happy Days ou je sais pas, comment elle s'appelle cette série avec Samantha, l'apprentie sorcière, là, la sorcière, je sais plus. Enfin, tous Ma ces sorcière bien aimée, ouais, un truc comme voilà, ça. sorcière bien aimée, excusez-moi. Mais Mhm. tu vois, tous ces clichés qu'on a voulu casser à la fin des années 70 en représentant la société, eh ben, ce film permet à une femme de prendre le pouvoir. Alors que cette femme, quand le film débute, c'est une femme qui est effacée. On se retrouve à une scène où ils sont en train de dîner à table, etc. Parce que justement, le vaisseau a été interrompu dans son voyage avec l'ordinateur de bord qui s'appelle Mother aussi. Mhm. Est-ce que c'est encore un symbole par rapport à la femme? Sûrement. La femme qui dit l'ordinateur de bord qui est une femme, avec une voix de femme bien sûr, parce que bon, ça reste un androgyne, hein, l'ordinateur, il y a pas de sexe. Mais Mhm. donc voilà, le voyage qui se passe en 2122. Alors bien sûr, ça nous fait rire aujourd'hui parce que 2122 pour nous c'est plus ou moins proche. Quand tu vois des films comme Los Angeles, je sais plus combien, 2014 et New York 97, et il n'y a jamais eu toutes ces histoires avec Mhm. l'apocalypse et là 2122, comme Retour vers le futur, en 2015 on avait les voitures volantes, on les a jamais vues nous, il y a toujours du diesel Ouais, et les voitures pourries quoi. Mais bon, tu vois. c'est ça. Et voilà, ils ont essayé de porter le film le plus tard possible dans l'histoire en espérant qu'en 2122, bah voilà, il y a un cargo spatial nommé le Nostromo qui retourne vers la Terre et avec ses 7 passagers à l'époque officiels, le huitième passager bien sûr, vous l'avez compris, hein, ce sera l'alien. Et donc il se retrouve avec un message qui est envoyé par un signal à l'ordinateur de bord qui interrompt le voyage. Bien sûr, on découvrira plus tard, je ne fais pas de spoil en disant ça, tout le monde le sait, hein, c'est que l'ordinateur de bord avait une mission parallèle pour retrouver plus ou moins, pour aller, comment dire, explorer cette planète avec l'entreprise Weyland Yutani, hein, qui est surtout mise en valeur dans Aliens le Retour, le deuxième film. Et voilà, ces 7 passagers, bah, on va les présenter. Alors, il y a le capitaine A.J. Dallas, commandant de bord du Nostromo, interprété par Tom Skerritt. Il y a donc le lieutenant Ellen Ripley. Ils ont tous des grades de l'armée, hein. Alors, est-ce que après c'est par rapport à l'armée ou par rapport à comme un vaisseau au niveau de comment dire comme Ouais, comme un navire, un navire, un voilà, navire. un navire. Il y a Veronica Cartwright qui interprète la navigatrice Lambert. Il y a le technicien Brett, Harry Dean Stanton qui joue ce rôle. Il y a John Hurt qui interprète donc l'officier second Ji-Wen Kane qui sera la première victime de l'histoire. Oula, ça. Ouais, ça, c'est un message de Ah, il y a eu l'espace. un petit. Ah, mais Il y le a un message. Nostromo nous envoie un Ouais, ouais, message. voilà. Il va falloir qu'on interrompe notre voyage aussi. Il y a, il y a l'officier scientifique H avec Ian Holm. Il y a Yafet Koto, l'ingénieur J.T. Parker. Et Bolaji Badejo, nanana, qui est le cascadeur qui interprète l'alien. Donc voilà. Et Oui, puis oui, l'ordinateur c'est de un bord. Ouais. costume, l'alien. Oui, c'est un costume. Il mesurait, je crois, près de 2 mètres, 2 mètres 5 ou 2. Il était très grand, hein. Si on peut Ouais, revoir c'était les. en deux parties, et puis surtout, apparemment, c'était assez lourd. Ce qui était assez commun pour l'époque, d'ailleurs, des costumes comme ça entiers. Il y avait entre autres, ben, par exemple, les droïdes dans Star Wars, hein, c'était des vraies personnes à l'intérieur. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est que des effets spéciaux, quoi, des FX, ce genre de conneries. Ce qui est un petit peu dommage, parce que ça perd son charme, mais en même temps, avec les technologies d'aujourd'hui, ça permet aussi des magnifiques rendus, hein. Mais quand tu y penses, c'est dingue, hein, parce que même dans Star Wars, ça devait être une torture hein, d'incarner C3PO dans le désert sous le machin. Déjà, c'est 3PE, mais imagine le R2D2 déjà. Avoir quelqu'un à l'intérieur, oui, bah, c'était une personne atteinte de nanisme, si je dis pas de conneries, Ouais. voilà. Et oui, non, c'était très difficile, mais en même temps, ça a donné un réalisme et un cachet à ces films-là. Ouais, tout à fait. Et puis, moi, j'ai une anecdote avec, tu dois sûrement la connaître, avec le film Predator, où tu Hmm. as Jean-Claude Van Damme qui devait incarner le Predator.
à l'époque, qui était pas encore la star qu'on connaissait aujourd'hui. Et Hmm. il avait essayé le costume, et puis au bout de deux trois prises, il a refusé de continuer parce que non seulement il faisait très chaud, mais il ne voyait pas à l'endroit où il atterrissait en faisant les cascades. Et parce qu'il devait sauter des arbres, etc., Ouais. avec son costume, et il avait pas le champ de vision suffisant pour voir où il atterrissait. Et la production donc l'a congédié. Ils ont pris un autre cascadeur, et le cascadeur qui a interprété le Predator dans les premières scènes s'est cassé la cheville. Donc il a eu raison de partir, Jean-Claude Van Damme, parce que je pense que ça lui aurait pas servi pour faire ses prochains films comme Bloodsport, etc., de se casser la Hmm. cheville bêtement sur un tournage. Surtout qu'on n'aurait même pas su que c'était lui à l'intérieur. Oui, il aurait Voilà été quoi. juste cité dans les crédits, quoi. Ouais, voilà, crédit de fin, décès de Van Damme suite à une chute. Il a fait le grand écart en Predator, ça s'est pas bien passé, vous voyez pas ce qu'il faisait, ça a fait mal, quoi. Ouais, voilà quoi. Et donc voilà, on a ce costume là de l'alien qui finalement n'est pas très visible hein, durant tout le film parce que les, les scènes où on va apercevoir l'alien, c'est très obscur, hein. Il y a des moments où tu vois un peu sa tête, tu vois un peu son ombre, et déjà le décor, les perspectives de caméra, etc., mettent pas forcément en valeur comment dire, la visibilité, quoi. C'est fait exprès, c'est des vues subjectives vraiment pour instaurer la crainte au spectateur et faire ressentir aussi la peur au niveau des passagers, quoi. Oui, puis on est dans un vaisseau aussi. On est dans un Ouais. vaisseau et malheureusement les pièces sont assez exiguës, c'est petit, donc forcément bah, l'alien ne pourrait pas se mouvoir aussi facilement que dans une rue par exemple, hein, ou dans un bâtiment comme nous avons aujourd'hui. Donc forcément il faut jouer là-dessus. Donc en gros, la créature se déplace dans des conduits d'aération, ce qui va devenir un petit peu l'élément central pour la créature, son moyen de déplacement privilégié. C'est d'ailleurs pour ça que quand dans les futurs aliens ils vont essayer d'affronter cette créature, ils vont devoir passer Mm. dans ces conduits, ce qui va créer des scènes aussi mémorables. Et c'est vrai que, comme tu le dis, la créature, on la voit pas. Et quand on arrive, entre guillemets, à l'apercevoir, c'est là où on craint encore plus parce que de ce qu'on voit, on comprend que c'est pas habituel, quoi. Ce n'est pas naturel, on va dire, quelque part. Et donc, le danger devient tout en plus, encore plus immense. Ouais. Ah bah c'est ça, hein, c'est exactement ça. Et puis ils vont en jouer le réalisateur Ridley Scott de ce côté confiné de l'organisation de ce vaisseau parce que moi je me suis toujours demandé un truc. Comment des passagers, bien sûr, ils sont endormis et pas cryogénisés, mais si vous voulez, ils sont endormis dans des caissons pendant leur voyage, justement pour conserver toutes leurs facultés en arrivant. Mais comment tu peux voyager dans un espèce de... Après, c'est un cargo, bien sûr, mais comment à l'époque on a pu imaginer un cargo interstellaire avec si peu de choses pour les passagers, quoi. C'est vraiment... Tu parles d'espace de vie, t'as Ouais, l'impression que voilà, c'est c'est juste ça. des... Bah, parce que, en fait, étrangement, on pourra dire ce qu'on veut, mais Alien paraît plus crédible qu'un Star Wars en matière de vaisseau, en fait. Parce que c'est quelque chose qui ressemblerait à des vaisseaux actuels, des petites pièces très confinées pour justement limiter bah, les matériaux, le coût aussi, c'est un coût financier. Et au final, bah, comme tu le dis, c'est les gens qui y travaillent finalement vont dormir une grande partie du temps. Et ce qu'ils vont faire dans le vaisseau, ils vont pas y passer non plus 24 heures sur 24, tu vois. Donc au final, ça paraît totalement cohérent que ce vaisseau soit tout petit, qu'il n'y ait pas un espace de vie comme on aurait dans une maison ou dans un paquebot, par exemple. Ouais, voilà, voilà. Mais ce qui est amusant, tu vois, dans la sélection des acteurs, c'est que Sigourney Weaver, à la base, elle aurait pas dû être dans ce film. Parce que le réalisateur de l'époque avait préféré une autre actrice pour jouer son rôle. Alors attends, si je me souviens de son nom, en distribution des Mais rôles, pendant voilà. que tu cherches Il y avait... Sigourney Weaver, Ouais, vas-y, vas-y. Si- Sigourney Weaver, elle n'était pas très connue en plus à ce moment-là. Non, C'est un peu ce film qui l'a révélé quelque part. ah, c'était une actrice de théâtre, hein, Hmm. comme disent l'historique. Et c'est une personne qui était pas forcément connue dans le monde du cinéma, hein. Elle était plus connue dans le monde du théâtre à l'époque. Et puis, bon, elle était amie avec tous les gens qui faisaient à l'époque le Saturday Night Live, etc., les émissions de télé. Et si tu veux, ils avaient carrément approché Meryl Streep pour faire le film, et qui n'était pas forcément non plus disponible. Et c'était Veronica Cartwright à la base qui devait prendre le rôle de Ripley. Et Hmm. je sais qu'après sur le tournage,
vous pouvez le voir dans le documentaire, Sigourney Weaver a énormément souffert lors des premières prises parce que le réalisateur de l'époque lui demandait justement de jouer un rôle d'une femme pas forcément soumise au début du film, mais qui paraissait effacée et qui devait montrer une espèce de dépression, un côté dépressif en fait. Tous les passagers Hmm. devaient monter un côté dépressif et elle se faisait gueuler dessus comme pas possible. Elle a failli abandonner le tournage au bout des 2 premiers jours. Et je pense qu'on aurait pu avoir une autre actrice et c'est marrant comme le début d'une carrière ne joue à rien par moment quoi. Parce que je sais pas si après Sigourney aurait fait une carrière aussi flamboyante. Peut-être qu'elle aurait fait de la comédie après. Mais quand tu vois qu'elle a fait Ghostbusters, elle a fait Aliens, elle a fait jusqu'au numéro 4, Hmm. je me demande en fait si elle aurait continué dans la science-fiction et pas fait plus dans la comédie si ça avait pas marché pour elle lors du premier Alien. Je sais pas comment tu Oui, vois. mais ça aurait pu aussi la traumatiser parce que, comme tu le dis, si elle a vécu des moments difficiles, elle aurait pu largement finir le film, mais puis après dire ouais, mais moi, après, c'est bon, j'arrête le cinéma, ça m'a gavé. Elle aurait pu ne pas tourner dans les suites, sachant qu'on savait même pas si ce personnage allait revenir. Au final, on savait rien, puisque, encore une fois, Alien, c'est le premier film, mais on ne savait pas s'il allait avoir potentiellement une suite à ça. Hmm. Rien n'était sûr. Le succès a été au rendez-vous, mais malheureusement, bon, ben voilà, c'était pas encore sûr et certain qu'on puisse créer quelque chose derrière, et au final, si. Donc c'est vrai que ouais, pour cette actrice qui, en plus, commence sa carrière de manière inconnue et finalement devient bah, déjà d'une une héroïne principale d'un film en tant que femme dans des années un peu compliquées, comme tu le dis, bon ben voilà, elle commence à avoir le droit de vote, ce genre de choses, où les femmes commencent quelque part à se rebeller, où on dit, bon ok, les femmes, elles sont presque égales, parce qu'on dit bien presque à ce moment-là encore aujourd'hui, Hmm. et elles sont pas totalement égales. Bah, c'est fort quand même, c'est un rôle fort au final, et donc chapeau à elle d'avoir su tenir et su garder la tête froide au final et de continuer sa carrière qu'il a emmené dans des films comme Avatar quand même. Voilà, Ouais. c'est la grande classe. Ouais. Bah tu vois, j'ai retrouvé la taille exacte de l'acteur qui joue l'alien, il mesurait 2,18 m. Tu vois? L'acteur ou le costume mesuré 2,18 m? Non, mais il mesurait vraiment 2,18 m, ouais. Ouais, Ouais. 2,18 m, ouais. C'est assez hallucinant quand même, hein. Et Bah, comme Chewbacca, hein, l'acteur de Chewbacca à l'époque, il mesurait aussi 2 mètres et quelques, hein. ouais, bah ouais, voilà, hein. Et il y a une chose, il y a une anecdote vraiment intéressante, hein, c'est de voir les contraintes dans lesquelles le tournage est réalisé, c'est-à-dire que le tournage a une durée de 4 mois. Alors, je sais pas si aujourd'hui un film hollywoodien, à l'époque, c'était pas forcément un film à gros budget, mais il y avait des restrictions qui étaient organisées par les studios. Et le film a été tourné dans les studios anglais en fait de Shepperton près de Londres. Et sur 4 mois, alors il y a eu le stress au niveau de Ridley Scott et des acteurs, mais les jours étaient comptés en fait pour que le film soit réussi. Et je pense que tout ce stress, ça a amené un film peut-être réussi. Moi je pense que ça aurait pu être quitte ou double à un moment donné. Soit le film aurait été un échec et n'aurait pas pu être terminé au niveau du tournage, mais là, le fait qu'il soit tombé sur des gens professionnels et motivés pour débuter une carrière, c'est peut-être là où il y a eu un truc fort dans l'idée, c'était de prendre des acteurs jeunes, tu sais, motivés surtout et qui ne demandaient pas des gros cachets. Et Bah, de toute façon, je pense que vu la durée pour tourner le film, ils pouvaient pas prendre de gros acteurs qui auraient forcément demandé un cachet assez énorme pour que quelques mois, ça aurait été trop, enfin, trop onéreux pour réaliser finalement tout le film. Alors que quand tu regardes le film en lui-même, t'as pas l'impression qu'ils ont payé des milliards pour les décors, pour le costume et tout, alors qu'au final, il y a quand même un budget. Et ce qui fait que oui, c'est quand même incroyable de se dire qu'avec la pression que a eu quand même Ridley Scott, ses équipes et tout, qui lui aussi a dû rajouter une pression parce que forcément, bah, en tant que réalisateur, bah, il doit respecter certaines choses encore plus que les autres acteurs. Bah, au final, ça a dû créer pas mal de soucis. Je pense que ça a dû être un tournage vraiment difficile. En plus, sachant que certains de ces acteurs, on ne les reverra peut-être jamais parce que ceux que tu cites, qui meurent assez rapidement, je sais pas s'ils ont eu une carrière aussi extraordinaire que Sigourney ou voilà, hein. ouais, c'est évident qu'après, quand tu as moins de texte ou moins de présence Ah ouais. dans un film qui dure presque 2 heures, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué ensuite de montrer ta qualité. Mm. Surtout que l'actrice principale, hein, c'est Ripley, hein, c'est Gournay, il n'y a pas de.
Il n'y a pas vraiment de place pour un autre personnage. À chaque fois, dans tous les films Alien, même dans le quatrième ou Alien Résurrection, où tu sens que voilà, ils ont utilisé Ripley une nouvelle fois pour l'excuse de la mettre dans un film et de redonner de la vigueur à la saga. Les personnages d'à côté, tu t'en as rien à foutre, quoi. Hein, pour être poli, c'est. Bah, en fait, pour les spectateurs et pour tous ceux qui ont vu le film, bah, si tu fais un film Alien, t'es obligé de mettre replay. Sinon, c'est plus un film Alien quelque part. Enfin, en tout cas, je pense que c'est dans la psychologie de beaucoup de personnes, ce qui fait que effectivement, quelque part, ils ont dû se dire, bon, ben, on va remettre replay, on va trouver une excuse, ça va être un clone ou revient du futur. Bonjour, je cherche Sarah Connor. Ah, c'est pas le bon film? Ouais, mais je suis replay. Oh, bah vas-y, viens quand même, c'est pas grave. Tu vois, ils vont faire Ouais. un truc, mais c'était normal parce que ouais, c'est une héroïne qui a marqué dès le premier film et c'est faux parce que comme tu le dis dans le premier film elle est effacée donc tu la vois pas tant que ça. Et c'est la dernière survivante et survit tant bien que mal avec grande difficulté et pourtant ben, elle a tellement marqué que on voulait la revoir dans les suites. Ouais, tout à fait, ouais. Et comment dire, je sais pas après comment on peut expliquer la. Enfin, j'ai une théorie après, c'est-à-dire que dans les années 70, un film de science-fiction qui sortait au cinéma, ça avait peut-être plus d'impact parce qu'à l'époque, il y avait le mythe aussi des BD, etc., qui apportait beaucoup à l'imagination des spectateurs. Et puis on avait tendance à. Bah, surtout, il y a eu Star Wars qui est passé juste avant. Et je Bah c'est pense, ça en fait. ouais, je pense que tu vois, les gens qui se sont dit, tiens, un film de science-fiction dans l'espace, il y a peut-être des gens naïvement, ils sont allés voir ce film en disant, il y a peut-être un nouveau Star Wars, je sais pas. Non, mais je pense que Star Wars, quand il est sorti, bah déjà on parlait de l'espace, et encore une fois, c'est quelque chose qui n'était pas commun, c'était pas tout le monde ne connaissait pas l'espace, on connaissait pas les règles, comment ça fonctionnait, et de proposer un film d'horreur dans l'espace, c'est nouveau, tu vois. C'était pas l'habituel tueur en série avec un masque ou l'exorciste qui tourne la tête à 360 degrés et qui te pisse dessus, ce genre de choses, tu vois. Ouais, Là, ça changeait, c'était frais. Si on peut dire, je sais pas si c'est un bon terme, mais voilà, ça sentait le neuf et ça proposait quelque chose de différent. Alors que pourtant, au final, la créature, c'est un mec avec un masque qui vient te tuer, tu vois, qui sait qu'il la joue sournoise, mais qui va te tuer. Et t'as des gens qui essayent de survivre désespérément, mais malheureusement, tu sais que comme dans tous ces films-là, eh ben, il se peut que personne survive. Et étrangement, une personne a survécu. Ça aussi, ça changeait un petit peu les règles habituelles. Donc quelque part, ouais, c'était un coup de poker extrêmement osé. Surtout en plus avec, encore une fois, des designs à la Giger. Un mec qui n'était pas forcément très connu. Alors, son œuvre est connue, hein, ce que je veux dire, mais pour l'époque, tout le monde ne connaissait pas forcément l'art, et Giger non plus. C'est pas un nom qui sonnait tout de suite à l'oreille comme qu'est-ce que c'est Giger? Est-ce qu'il fait des coquelicots en tableau? Quand tu regardais son œuvre, tu faisais ah, c'est particulier, Giger. Et ce qui fait que rien ne faisait rêver dans ce film, et en même temps, tout donnait envie pour aller voir ce film. Et c'est quand même incroyable. ouais, et puis t'avais des films quand même de John Carpenter, Oui, pardon, comme The Thing, comme je sais plus les noms, mais des autres marquants, il y a eu pas, ah oui, Halloween, etc. Et c'est vrai que ça restait des tueurs en série. Enfin, après, The Thing, ça reste sur Terre, bien sûr. Mais t'as toujours l'idée, en fait, que tu sais plus ou moins comment ça va se passer. Tu sais que tout le monde va y passer, mais les codes, comme tu dis, dans l'espace, tu espères peut-être que ça va changer. Et je pense que, tu sais, le fait qu'il y ait eu autant de spectateurs le premier week-end de lancement, je pense que le film était vraiment attendu et que déjà le côté commercial au niveau de la com pour la sortie du film avait été réussi parce qu'il y a pas mal de films qui ont été, tu sais, méprisés à leur sortie. D'ailleurs, The Thing, hein, John Carpenter, qui raconte ça, qui disait que le film avait été énormément critiqué à sa sortie, alors que c'est devenu un film culte avec le temps. Et par contre, Alien n'a pas souffert de ça. Alors je sais pas, c'est parce que, est-ce que c'est parce que bah, c'était une grande compagnie après, malheureusement, je peux pas parler de la com parce que, comme j'ai dit, le film, je l'ai pas vu à sa sortie, donc je ne sais pas s'il y avait beaucoup de publicité à la télé, des affiches de films et tout. Mais je pense qu'aussi, il y a le titre du film, Ouais, Alien, tu vois. Tu ouais, dis Alien, ça sonne pas commun, tu vois. Ça sonne extraterrestre, ça sonne.
voyage. Tu vois, t'as envie de voyager avec ce titre. Et justement, c'est ce qu'a promis le film, un voyage dans quelque chose d'unique et de très particulier. Et en fait, tous les gens qui sont allés le voir la première fois ont passé certainement un grand moment de cinéma. Et à l'époque, je pense que le bouche à oreille fonctionnait encore plus qu'aujourd'hui, même si c'est vrai qu'aujourd'hui avec Internet, tu cliques, hop, est-ce que c'est bien? Ouais, bon, ben j'y vais. Voilà, ça va très vite. Mais c'est vrai qu'avant, ben, on communiquait entre nous, on disait, bah, tiens, j'ai vu ce film, il est incroyable, ça donnait envie, donc tu t'en parlais à tes amis, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est ce qui a fait très très rapidement le Mm. succès. Mais aussi, bah, je pense qu'il y a la publicité. C'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, on en parle pas, enfin on en parle souvent, c'est qu'il y a des films se cassent la gueule alors qu'ils sont extraordinaires, mais parce que malheureusement la com a été dégueulasse, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'il n'y a pas de bande-annonce, ce genre de choses, et ça peut vite descendre un film, hein. Ouais, ou que la bande-annonce est mauvaise aussi, hein. Ou que la bande-annonce Ouais. est mauvaise, oui. Mais si tu revois la bande-annonce de l'époque de Alien le huitième passager, c'est tout en suspense, hein. Tu vois pratiquement pas tu vois pas forcément le danger. Tu sais que tu sais que les passagers du film sont dans une espèce de d'intensité traumatisante à travers un voyage, mais tu ressens pas force. C'est encore l'inconnu. La bande-annonce, ça t'amène à l'inconnu en fait. Quand tu t'assois dans la salle de cinéma, tu sais pas à quoi t'attendre encore. Et Bah, c'est mais une en des fait, c'est une forces. bande-annonce qui spoil aussi quelque part ce qui va être le film. Pas grand-chose, mais c'est pas péjoratif, c'est pas négatif quand je dis ça. C'est que justement, t'as pas grand-chose, et c'est ce pas grand-chose qui fait que le film est extraordinaire, parce qu'il y a énormément de choses en fait. Mm. C'est une bande-son, c'est des petits bruits, tu vois, alors que très souvent les films essayent de montrer le plus de choses possible. Ben là, ils se contentaient de petits bruissements, d'un chat qui miaule, alors qu'il n'y a rien, et au final, tu te dis, mais c'est un danger potentiel, ce genre de choses. Et c'est pour ça que la bande-annonce, quelque part, ben, te raconte ce que va être le film. C'est pas grand-chose, mais ce pas grand-chose va vous marquer, en fait. Mm. Mais il y a une phrase accrocheuse hein, que, justement, en parlant de com, qui a été lancée lors du trailer, qui est vraiment la traduction anglaise qu'ils ont fait en France, c'est dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Mm. Et c'est exactement ça pour tous les films, hein. Tu vas de Alien 1 jusqu'au 3 au 4, après les autres, etc. Enfin, Prometheus moins quand même, parce que il y a pas mal Bah de si, monde, il y a pas mal de monde dans l'espace avec eux. Donc, ah ben, on nous a entendu crier, même dans l'espace, on aura entendu crier, hein. ouais, voilà. Mais la phrase est accrocheuse pour le lancement. Et quand tu sais que Ridley Scott, enfin, on dit qu'il a été inspiré par 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est vrai qu'il y a des codes par rapport à le côté claustrophobe, le côté enfermement, le côté inconnu, le côté, pardon, tu sens qu'en fait, il y a un côté destructeur dans le film. L'Odyssée de l'espace, tu sais que il y a une progression, il y a une destruction sur la fin à chaque fois. Et Bah, tu ressens ça dans le film Alien. ouais, après, on va pas se le cacher, comme on l'a dit, il y avait pas beaucoup de films qui se passaient dans l'espace, donc forcément Ridley Scott s'est inspiré de tous les films qui se passaient dans l'espace, donc il n'y en avait pas des milliards. Certainement qu'il s'est inspiré pour des designs, pour une ambiance visuelle aussi, pour des effets de lumière, sonores. Mm. Mais maintenant, ça s'arrête là. Je veux dire, Ridley Scott a proposé sa patte, mais il a forcément Giger derrière. Il y avait aussi d'autres personnes. Ridley Scott, il n'a pas fait spécialement grand-chose. C'est pas lui qui a donné naissance à Alien à lui tout seul. Il s'en vante trop malheureusement, et on sait qu'au final, c'est pas le cas. Mm. Mais oui, certainement qu'on peut retrouver de l'Odyssée de l'espace, un petit, même pourquoi pas un peu de Star Wars sur quelques effets de lumière ou sonores, hein. C'est pas impossible, hein. Même si dans l'espace, normalement, il n'y a pas de son à l'extérieur. Donc, Oui. c'est là où Ah, ouais. George Lucas s'est bien planté, quoi. Mais bon. Non, mais non, mais c'est le problème, c'est que j'aime bien, il y a des gens qui sont là, ouais, mais dans l'espace, on devrait pas entendre ça, dans l'espace, le vaisseau, il devrait pas faire ça. Mais si on devrait respecter ce qu'il y a dans l'espace, eh ben Star Wars, ça serait du rien. Il y a rien. Voilà. T'as envie de voir un film de rien? Non, bah non, forcément. Donc oui, on entend des bruits, on entend des explosions, mais c'est ce qu'on veut, on veut entendre des choses. Le but d'un film aussi, c'est de proposer une ambiance sonore digne d'un bon film, et justement, voir quelques bruitages dans l'espace ne dérange pas. On s'en fout. Enfin Ouais, bon, après, ça c'est mon avis personnel, hein. ouais.
Mais si on revient donc à la trame du premier film Alien, il y a ce dîner un peu familial que tu retrouves un peu dans les familles américaines typiques avec le petit déjeuner le matin, ils se lèvent, ils se réveillent, ils comprennent pas trop pourquoi ils se sont réveillés alors qu'ils sont pas encore arrivés sur Terre à la fin de leur voyage. Et donc voilà, tu as ce message sonore envoyé, message de secours pardon, envoyé au vaisseau, et donc il se retrouve à aller sur une planète en exploration, et c'est là que tout commence, parce que il y a un truc forcément que tu vas te demander par rapport au film Prometheus, c'est pourquoi on retrouve la même attitude dans Prometheus, mais par contre on met pas de casque, on met pas de casque. Alors que dans le premier Alien, des années avant, les mecs se baladaient sur une planète avec tout leur attirail, etc., pour se protéger de l'inconnu. Mais dans Prometheus, alors le Prometheus, par contre, il est censé se dérouler avant, si on se trompe pas, c'est ça. Mais Oui, enfin, c'est un mais préquel. il y a une espèce de paradoxe au niveau de l'attitude. Je sais pas après comment on peut aller aussi naïvement sur une planète. Il faut bien un sujet de début, quoi, c'est sûr. Il faut bien un sujet pour lancer l'horreur, on va dire. Il faut bien un truc, voilà. Mais Mais c'est quand vas-y, vas-y. Ah, c'est qu'on en arrive à un problème, c'est que le premier Alien, donc c'était le premier, on respectait donc les consignes de sécurité, la technologie ne permettait pas de scanner l'atmosphère, et certainement que de toute façon l'atmosphère de la planète ne pouvait pas permettre de retirer son casque, sauf que forcément Monsieur Scott, quand il a fait Prometheus, il voulait que l'horreur soit un petit peu différente tout en étant un petit peu la même chose. Donc là, il a décidé que ces scientifiques, c'était des branleurs qui n'étaient pas très intelligents, mais qui ont scanné l'atmosphère et qui ont pu constater qu'ils pouvaient largement respirer sans casque, et que ferait n'importe quel scientifique ultra expérimenté, c'est de forcément retirer son casque, bien entendu. C'est juste que Ridley Scott ne sait pas écrire, et il nous l'a prouvé avec Prometheus. Lui qui se vantait d'avoir fait le meilleur Alien, donc le premier, nous a juste prouvé qu'en fait c'était juste un branleur qui a réalisé un excellent film parce qu'il a été aidé et conseillé par beaucoup de personnes, que c'était le premier quelque part, donc il pouvait pas vraiment se foirer. Sauf qu'avec Prometheus, il avait les moyens financiers, il avait la renommée, il s'est senti pousser des ailes et il nous a offert une belle merde, et on lui dit merde. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi, c'est sûr, là, sur ce coup-là. Mais donc voilà, il se retrouve sur la planète inconnue au début de ce film. Et donc t'as Kane, un des, un des passagers qui se retrouve avec en exploration interne. Alors, ça ressemble un peu à des scènes de découverte intracorporelle, c'est-à-dire tu as l'impression de rentrer dans un truc viscéral au niveau des racines je sais pas, d'un être extraterrestre. Bah, déjà, ils arrivent sur une planète où tu as quand même des formes assez spéciales au niveau du décor. Tu sens qu'il y a une population qui a vécu là à un moment donné. Il y a des signes en fait avant-coureurs en fait que l'histoire est beaucoup plus profonde que ça. Et on voit pas que c'est forcément un vaisseau quand ils arrivent sur la planète, là où ils rentrent à l'intérieur avec le passager. Comment il l'appelle déjà? Fossilisé. Ouais, le passager fossilisé, il l'appelle je sais plus comment il donne un nom à un moment donné, tu sais, dans Ah, ouais, Prometheus mais c'est les Prométhéens, je sais plus. Ouais, il Ouais, donne un nom voilà, bizarre. Ouais. Mais je pense que la traduction française n'est pas identique à Ah celle oui. américaine. Et, et voilà, ils arrivent à un endroit où t'as des œufs qui sont en train d'hiberner pendant des siècles. Je sais pas comment Mm. on peut parler de ça. Ça fait penser un peu à Gremlin, ça fait penser un peu à tous les films de science-fiction. Critters aussi, c'est le même principe avec les œufs qui éclosent, etc. Mais voilà, après, il se penche naïvement hein, sur l'œuf et t'as un facehugger qui saute à sa tête. Ils savent pas exactement ce qui se passe et donc par sécurité ils le ramènent. Mais toute cette séquence là que je résume rapidement, elle dure facilement 20 minutes hein, au début du film, c'est très long. Hein. Il y a Ah tout, oui, mais c'est un film très très long, hein. C'est posé, hein. c'est posé, il y a une mise en place, même le dîner au début, etc. Il dure bien une bonne quinzaine de minutes. Enfin, c'est Ouais, bien. bah,
le dîner a son importance, c'est pour justement qu'on comprenne un petit peu la personnalité de chacun des passagers, parce qu'on vient de les découvrir, ils viennent de se réveiller. Si tu enchaînes tout de suite par un facehugger qui saute dans la tête d'un mec, Ouais. ça pose problème parce que tu t'en fous en fait de ce qui va leur arriver. Alors que là, pendant un petit repas, bah, tu comprends qu'il y en a un qui est un peu plus jovial, tu sais qui est les mécanos, enfin tu vois, tu t'apprends à les connaître, même si c'est que rapidement, mais ça te permet tout de suite de t'identifier à eux ou globalement de t'attacher peut-être potentiellement à certains de ces protagonistes, tout en posant le doute de qui est finalement le héros, parce que tu ne sais toujours pas qui c'est, hein. Comme tu l'as dit, pour Ripley, on ne saura toujours pas avant un certain moment que c'est vraiment elle l'héroïne, et même jusqu'à la fin, on en doutera, puisqu'on ne sait pas si elle va mourir ou non. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Et c'est pour ça que c'était très intéressant ce passage, hein, de montrer ce repas et derrière donc de ramener un de leurs collègues qui est potentiellement en danger, mais en même temps, tu vois, c'est pas non plus très professionnel parce que ils ramènent une créature potentiellement mortelle dans leur vaisseau alors que normalement ils devraient pas prendre ce genre De risque, ouais. de choses, ouais, voilà, de risques, mais pourtant ils sont obligés de le faire parce que, bah voilà, on sent que ils travaillent ensemble, peut-être que ça fait des années, on ne sait pas vraiment tout, et ils font un choix sans vraiment réfléchir. Ils sont pris au dépourvu, donc ils sont obligés d'agir, et ils font peut-être le choix le plus mortel qui suit. Ouais. Mais est-ce que, et toi, je me posais une question. Est-ce que toi, tu as une théorie sur le fait que Ridley Scott ait choisi Ripley comme la personne qui va sortir survivante, en fait, seule, par rapport à... Parce qu'il y a deux femmes à l'intérieur du vaisseau. Et Hmm. la deuxième femme qui paraît un peu hystérique, qui paraît un peu hors de contrôle au moment où justement il y a l'alien qui fait son apparition, elle perd pied complètement, alors que Ripley c'est quelqu'un de plus posé qui réfléchit exactement. Alors après, elle a un autre grade au niveau de l'équipage, elle est lieutenant. Je sais pas si ça peut jouer par rapport justement à sa situation, mais tu vois quand même que euh, je pense pas qu'il y ait un hasard par rapport au fait que Ripley soit peut-être la seule rescapée. Alors est-ce que toi tu as une théorie par rapport à ça? Après, c'est difficile de théoriser là-dessus parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé pendant l'écriture du scénario, mais c'est sûr que ça a été pensé. Je veux dire, ils se sont dit qui va survivre? Est-ce qu'il y en a qui va survivre? Après, bon, il y a un contexte politique forcément qui a joué là-dessus, hein, pour décider que ça soit une femme, et ça a été très malin de leur part, hein, puisque ça a permis de montrer que les femmes peuvent être forcément des femmes fortes et survivre à des dangers totalement mortels, là où les hommes qui sont supposés être forts, musculeux et protecteurs, ben, finalement meurent comme des gros caca. Ça a été réfléchi, hein, forcément. Mais après, je pense que ouais, parce qu'elle est lieutenant, parce que c'est une femme qui peut être effacée, mais qui est forte, qui a le contrôle d'un équipage, devait survivre. Parce qu'on prend une pignouf qui est hystérique, le public aurait été là, oh, cette grognasse, elle survit juste parce qu'elle a de la chance, quoi. Enfin, Hmm. un truc comme ça, tu vois. Alors que là, on se dit, ok, c'est une lieutenant, elle dirige une équipe, elle a la tête posée, elle fait pas de conneries. Ah ok, tu vois, tu te dis, elle, t'as envie qu'elle survive un peu plus longtemps, tu vois. Même si elle se fait dézinguer à la fin, tu te dis, j'espère qu'elle va survivre quelque part. Donc, oui, ça a été mûrement réfléchi. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr que le fait que Ridley Scott ait choisi une femme jeune, entreprenante, etc., je pense que l'analogie encore avec la société américaine de l'époque est faite, hein. T'as tous les défis qu'elle relève en fait dans le vaisseau et elle arrive à frayer son chemin à travers les difficultés. Et je pense que ça, tu peux le comparer à la femme de l'époque qui, dans la vie active, qui affronte plein de difficultés, qui arrive à s'en sortir malgré comment dire, peut-être le tueur en série dans la ville aux États-Unis qui sévit et puis qui pourrait peut-être la zigouiller un jour ou l'autre. Et enfin, il y a pas. Oui, et puis bon, puis t'avais toujours, tu sais, des gros acteurs, enfin masculins, très charismatiques, hein, des Arnold, etc. Enfin, tu vois, des noms Ouais. qui, voilà, qui représentaient forcément une carrure masculine forte quelque part par leur prestance, et il fallait qu'à un moment ou à un autre, une femme représente ça. Et même si par rapport à son corps, elle fait très fine, elle n'est pas musculeuse, tu vois, mais par son caractère, par oui son charisme parce que enfin l'actrice était quand même très jolie, enfin elle représentait une belle femme, sûre d'elle quelque part, donc Hmm. c'est
c'était un choix judicieux. Après, est-ce que c'est Ridley? Après, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Après, est-ce que c'est elle qui s'est affirmée pendant le tournage? Difficile à savoir, hein, on n'était pas là à ce moment-là, mais en tout cas, il est sûr d'une chose, c'est qu'ils ont fait un choix extrêmement judiciable. Ils ont vraiment fait un coup de poker et c'était très intelligent de leur part. Hmm. Et tu vois, les personnages qu'il a, qu'il a, qu'il a caricaturés de façon, comment dire, voulue, hein, parce que regarde, t'as les deux personnages comme Brett et Parker, le black de service entre guillemets, sans être péjoratif, qui est un peu bourrin, tu vois, le mec qui a envie de tout déglinguer, etc. Et t'as Brett, là, le mécanicien un peu naïf, qui a roulé sa bosse à droite à gauche, qui est fatigué. T'as la question des primes aussi, tu sais, avant qu'ils rentrent sur Terre, Mm. ils négocient leur prime de retour, etc. Pour avoir parce qu'ils vont faire du travail en plus. Enfin, il y a pas mal de choses de la société qui rentrent en compte, encore une fois. Et, euh, et puis il y a ce personnage, Ash, qui est un androïde qu'on va découvrir petit à petit. Et c'est lui qui va trahir l'équipage avec le voyage et puis l'alien, qui va vouloir faire des recherches petit à petit. Et tu vois que tout part de là en fait, hein. S'il n'y avait peut-être pas eu cet androïde, ils auraient peut-être pu se débarrasser de l'alien d'une certaine manière et jamais être remis en danger dans les prochains les films d'après avec cette recherche toujours de revenir sur la planète où il y a eu les œufs, etc. Reprendre. Parce que dans Aliens, le retour, le but en fait de Weyland-Yutani, c'est d'utiliser cette technologie à des fins guerrières avec leur armée, etc. De créer comment dire, un super guerrier avec la technologie extraterrestre de l'alien mélangée à. Et tu as l'impression de retourner aux racines de Prometheus en arrière, tu sais, avec Mm. le super guerrier, etc. Mais bon. Ouais, mais tu vois, ce qui est intéressant avec ce film et qui se suffit à lui-même quelque part, c'est que quand tu vois la scène avec ces œufs, ce vaisseau, tu n'as jamais et à aucun moment dans les autres films une réponse. Tu ne sais pas ce Oui. que fout ce vaisseau-là, Ouais. tu ne sais pas si par exemple ces œufs étaient finalement confinés pour justement protéger les galaxies, les planètes, tu ne sais rien. Et justement, si on n'avait pas eu Prometheus et Alien Covenant qui cherchaient à nous offrir des putains de réponses inutiles et qui n'en ont finalement pas offertes, eh bien encore aujourd'hui, beaucoup de gens seraient simplement en train de théoriser et savourer un excellent film. Parce que ça ne posait aucun problème de ne pas avoir cette réponse. Certes, ça torture un petit peu, tu te dis merde, est-ce que c'est un alien qui s'est craché, il avait des œufs, est-ce que c'est des œufs qui ont été créés justement comme arme, ou au contraire c'est une créature qui existait sur une planète et qui s'est dispersés enfin, aux confins de l'univers et une race alien a essayé de les chasser et de les enfermer. Enfin, tu peux tellement imaginer des théories totalement folles et excellentes qui en fait augmentent le lore de Alien en fait, à lui tout seul, et pas besoin de répondre. Et le souci, c'est quand on a cherché à offrir des réponses qu'on a été forcément déçus puisque les réponses étaient totalement désastreuses. Ouais, c'est. Enfin, de toute manière, il y a pas mal de fans hein, qui ont été déçus par les suites proposées des préquels, hein, parce que je trouve que dans Prometheus, après, ce qui était intéressant, c'était d'arriver justement sur la planète d'origine, hein, où tout a commencé. Mais ils n'ont pas su exploiter ça concrètement. Moi, franchement, j'ai kiffé jusqu'au moment où ils arrivent sur la planète d'origine, qui est encore avec une civilisation ancienne, etc. Et tu sens qu'à partir de ce moment-là, le film était terminé et il restait quand même 1 heure de film et il fallait qu'il se passe des choses, etc. Pour expliquer comment il y a eu la mutation avec l'alien et puis l'humain qui était géant à l'époque. Enfin, un humain, c'est pas un humain, mais Ouais, non, mais c'est devenu n'importe c'est quoi. tiré par les cheveux, voilà. Oui, non, mais très clairement, mais parce que Ridley ne savait pas de base où il allait. Il a dit, ouais, je vais vous faire une suite. En fait, je vais vous faire un préquel. En fait, oh ta gueule, Ridley, s'il te plaît, ferme-la parce que tu sais plus où tu vas. Il ne savait pas où il allait. Il voulait juste montrer qu'il savait encore réaliser. Il voulait montrer que c'était lui le papa d'Alien et qu'il était capable de nous faire peur encore avec Alien. Le souci, c'est que l'alien en lui-même, la première fois dans le premier Alien, il fait peur.
Mais si tu as remarqué, les suites, et c'est ce qui est très intéressant avec ce type de film, c'est qu'on est obligé d'augmenter la menace. Soit le nombre, soit la menace évolue. Donc par exemple, on a les aliens, puis après on a la reine alien, puis après on a un alien encore un peu différent, on a le prédalien qui a été mélangé avec un prédateur. On crée toujours de nouvelles menaces où on augmente la taille de la menace ou le nombre. Et là, avec Prometheus, c'est qu'on savait comment était la menace. Là, il voulait montrer la naissance de la menace, sauf qu'au final, il ne l'a pas montré parce qu'à un moment, c'est un poulpe, après, c'est un ver zizi, ça peut créer des zombies. En fait, ça vient d'un liquide noir dont on sait toujours pas enfin, on sait pas comment ça a été créé, on sait toujours même pas comment ils l'ont conçu, ces créatures-là. Pourquoi d'ailleurs ils ont créé ça? Enfin voilà, c'est trop de questions, il n'y a pas de réponse. On aura beau théoriser, Prometheus est une déception, mais je rassure tout le monde, Alien Covenant est encore pire que Prometheus. Quitte à regarder un film, je préfère regarder Prometheus que Alien Covenant. Alien Covenant c'est chier sur la saga Alien, mais Ridley a posé son cul dessus, s'est torché avec Alien, puis il est y allé franco. Il a dit j'en ai plus rien à foutre, parce que lui-même il disait pour moi l'alien c'est une créature qui doit se cacher, on doit pas la montrer, on doit la sublimer de cette manière. Et je rappelle quand même que dans Alien Covenant, il montre un alien en plein jour. Ouais, Hein, voilà. Donc blanc. voilà, enfin, mais de toutes les couleurs, il a mis de toutes les couleurs, de Euh, toutes les formes, mais il l'a montré en plein jour, qui se fait d'ailleurs éclater comme une merde. Un alien en plein jour, c'est juste dire j'en ai plus rien à foutre. Et il le dit ouvertement. ouais, mais le prochain. S'il y a un prochain film, ça va être quoi? Ça va être des aliens dans un fast-food qui sont en train de manger et puis ils attendent les humains pour les bouffer ou je sais pas quoi. Enfin, il y Bah, a... pour moi, je pense qu'il faut arrêter. Je pense qu'il y a un moment, les premiers aliens étaient très bien. Les Aliens versus Predator, je sais qu'il y en a qui détestent, et pourtant, c'est des excellents épisodes. Ça continue très bien l'histoire d'origine et tout, en proposant plus des Predators, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, on peut arrêter Alien. Pourquoi vouloir tout de suite faire du fric comme justement a fait Terminator, les Rambo? Au bout d'un moment, on peut passer à autre chose. Ouais, ouais, on est d'accord, on est d'accord. Mais tu vois, pour revenir au premier Alien, le huitième passager, c'est un film qui est tellement bien maîtrisé au niveau du suspense et de la mise en place des scènes. Avant que le drame arrive à chaque meurtre, c'est des meurtres par séquence. Et tous les passagers y passent, mais un par un. Alors que c'est vrai que dans Aliens, le retour, comme tu dis, euh, la menace est pire parce qu'il y a beaucoup plus d'aliens et faut surenchérir toujours pour donner plus aux spectateurs. Donc Aliens, le retour est beaucoup plus à côté action est beaucoup plus prononcé et moins côté intrigue et suspense. On rentre dans le vif de l'action tout de suite. Bah, en même temps, enfin, c'est simple, il faut juste se poser la question. Après avoir vu le premier Alien, est-ce que si on te propose un Alien 2 mais exactement pareil, ça aurait fonctionné? Bien sûr que non. Mm. Parce que tu te serais dit, ouais, mais c'est chiant, je sais qu'il n'y a qu'une créature, est-ce que ça va être toujours avec Ripley? C'est chiant, tu vois. Alors que là, tout Ouais. d'un coup, on te propose plusieurs aliens. Ok, là, déjà qu'un seul, ça a réussi à retourner un équipage et failli exterminer tout l'équipage. Plusieurs aliens, ok, là on est bonbon. Et du coup, la peur est certes différente. Effectivement, on est moins sur euh, enfin, on sent moins le côté chasseur et proie, même si c'est quand même présent, mais c'est différent. Et c'est plaisant parce que du coup, ça fait une excellente suite, qui à la base était assez boudée, je crois. Enfin, je me rappelle plus, mais je crois que ça avait été un peu Ouais, boudé. ouais, Et après, bah, c'est devenu un énorme succès. ouais. Aliens, le retour, à la base, alors, pour l'anecdote, hein, c'était Schwarzenegger qui avait été choisi par les studios pour incarner un des guerriers armés, là, mais un des Marines, pardon. Et Schwarzenegger n'était pas disponible avant 8 mois pour tourner le film. Donc il y aura une perte d'argent conséquente pour les studios qui devaient sortir le film encore à une date précise. Et il allait tourner Conan le Barbare numéro 2, je crois. Donc en fait, ils l'ont laissé. Ils ont pris quelqu'un d'autre. Ils ont pris Bill Paxton, là, qui a joué dans Twister aussi, qui est décédé depuis, là, l'acteur. Hmm, Tu vois qui c'est? Et je crois, ouais. ouais, c'est. Alors après, je rechercherai son nom, mais je sais plus là. Le rôle qu'il joue. Mais il y a un truc qui est intéressant, hein, dans le premier Alien, c'est l'évolution de la bestiole. Hein, parce que tu vois, on passe du facehugger
avec le petit alien ver de terre là, et ensuite tu passes à un alien un peu plus moyen et à un adulte terrifiant. Et pareil, hein, je pense que tout ça, c'est symbolique hein, par rapport à la progression de la peur dans le film, etc. Tout est construit comment dire, il y a une façon de faire monter, tu sais, la pression au niveau du spectateur et des passagers, parce que les passagers dans le film, ils sont pas conscients que l'alien peut évoluer. Et nous, c'est pareil, dans la salle du cinéma, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Nous, on voit une espèce de verre là, déjà qui sort du corps, on se dit, ok, le mec est mort. Bon, le verre il s'est barré, mais après tu te retrouves avec une bestiole géante, tu te dis mais comment c'est possible? Et Mhm. t'essayes de comprendre, et je pense que même toi en tant que spectateur à l'époque, tu sors de la salle, tu te dis est-ce qu'il y avait plusieurs aliens ou pas? Tu sais pas forcément. Et bien sûr, après, tu as le titre du film qui te dirige hein, assez rapidement vers la solution. Mais tu as envie de te demander s'il n'y avait pas plusieurs aliens, même à la fin, hein, quand Ripley s'en va et qu'elle est obligée de faire évacuer l'alien du vaisseau par les réacteurs extérieurs, etc. Tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un deuxième alien qui s'est accroché? Parce que tu te demandes comment il a atterri à l'intérieur. Enfin, Mhm. il y a pas mal de trucs en fait qui te posent des questions. Et moi j'ai vécu ce film sincèrement comme un des meilleurs films de science-fiction au niveau de l'enchaînement des scènes, si tu veux. Hein. Mhm. Quand tu vois que l'Alien, c'est un pur tueur en série dans la pure tradition des John Carpenter avec Halloween, etc. Pour moi, c'est. Il y a un espèce de clin d'œil. Après, toi, c'est vrai que tu penses que le film doit être plus. Comment dire? On doit plus remercier Giger pour son idée Mhm. et Ridley Scott seulement pour la réalisation. Mais je pense que Ridley Scott a quand même intégré deux trois petits trucs comme des clins d'œil aux films de tueurs en série de grands réalisateurs de l'époque à travers un alien extraterrestre quoi. Ah bah, de toute façon, les films de tueurs, c'était des chasseurs contre leur proie, donc il a repris le même concept. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu des idées, hein, mais je Ouais, trouve, pour ma part, on peut pas lui lancer tous les lauriers, alors que lui, il dit, oui, c'est moi qui ai tout fait, moi, alors que non, bien sûr. Mais maintenant, après, je peux avoir tort, hein, bien entendu. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il y a des beaux clins d'œil à ces différents films de chasseurs versus leur proie, ce qui se ressent énormément, et ce qui fait plaisir à voir, parce qu'on a une créature qui s'attaque sans bouffer les cadavres et tout. Il tue et puis il s'attaque à la prochaine proie et ainsi de suite jusqu'à avoir fini. Et après, ben, on sait pas ce qu'elle fera, mais elle a fini son plaisir. Je sais pas si c'est un plaisir, est-ce que c'est dans leur gène? Et ça aussi, tu vois, c'est des questions. On ne mhm. sait pas qu'elles pensent ces créatures. Et pourtant, c'est des créatures extrêmement intelligentes qui sont capables de s'adapter à leur environnement. Parce que c'est la première fois, certainement, qu'une de ces créatures finit dans un tel vaisseau. Et pourtant, elle est capable déjà d'utiliser les conduits d'aération, Ouais. d'être silencieuse, d'attendre le bon moment, de jouer justement avec des objets pour attirer leur proie et puis les attaquer. Enfin, c'est justement très tordu d'avoir une telle créature et d'avoir créé une telle créature. Mais tu vois, c'est dingue parce que ça nous ramène encore aux films qui sont arrivés récemment là, dans Alien Covenant. Il y a une espèce de mémoire historique de l'alien en fait. Quand il naît, il a tout de suite, bien sûr, le côté bestial féroce, mais t'as l'impression qu'il sait ce qui s'est passé dans les films précédents, t'as l'impression. C'est un truc de fou, quoi. Quand tu vois que l'alien, déjà, la façon dont il apparaît, qu'il est pontu dans le corps plus rapidement, avec tu sais, des bestioles dans Hmm. des fleurs, dans des plantes, là, dans Alien Covenant, qui passent à travers l'oreille et je sais pas quoi, enfin n'importe quoi. Et il apparaît beaucoup plus rapidement dans sa façon d'éclore et il comprend beaucoup plus rapidement les choses aussi. Alors, tu as l'impression qu'il y a une espèce de mémoire génétique qui rentre en compte, en fait, dans l'alien. Euh, Ah, c'est pas impossible, hein. Ça peut être une théorie excellente, hein. ouais. Comme dans le premier film où tu as l'alien, tout de suite, il repère plus ou moins, comme tu dis, les codes du vaisseau. C'est pas que tu as l'impression qu'il sait combien il y a de passagers à bord, mais il a repéré déjà ses proies et puis il sait qu'il va les prendre une par une et pas les tuer tous en fonçant sur elles.
C'est Ouais, comme voilà, si... il va pas jouer gros bourrin, quoi, en Ouais, mode ah, je suis la créature, je suis plus fort. Ben non, parce qu'il sait, parce que en fait, c'est une créature il connaît pas ses proies, dans le sens, il sait pas si elles sont faibles ou si elles sont fortes. Donc, il la joue comme un bon chasseur, ça veut dire des coups dans le dos, hmm. pour justement éviter potentiellement de être elle-même blessée, même si elle a des systèmes défensifs très développés, comme de l'acide dans le sang, des griffes acérées, une grande queue, enfin bref, une créature qui est faite pour la chasse. C'est une Hmm. créature qui est née pour ça. Et parce que quand tu vois Aliens, le retour, tu as des meutes, des aliens qui chassent en meute. Et là, tout de suite, tu sens que l'alien est moins tacticien, il fonce en groupe. Il est prêt à Mm, se faire mitrailler de face contre des Marines, alors que à la base, c'est plus un animal, comme dans le un, qui réfléchit. Et c'est ça un peu qui a été cassé au niveau des codes, je trouve, dans Aliens 2. Après, le truc, c'est que les Marines se sont attaqués, si tu veux, directement au nid, en fait, où il y a la reine alien mm. dans le réacteur qui chauffe, en fait, qui chauffe. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. C'est LV4, je sais plus comment s'appelle la planète. Vous m'excuserez pour. LV 426, Ouais, je crois. LV426. Et, euh, et justement, ce réacteur, c'est là où il y a la source de chaleur, où les aliens pondent tous leurs œufs. Et je pense que peut-être, tu vois, c'est un peu comme des abeilles, c'est-à-dire tu t'attaques à leur nid, ben, automatiquement, elles vont tous sortir d'un coup. Alors Mm. que si tu rencontres une seule abeille, elle va essayer de t'éviter, ou alors elle va seulement t'attaquer si tu viens sur elle. Et alors que là, pour défendre leur nid, etc., bah, ils agissent comme des animaux en meute, ils foncent sur toi. Et c'est un peu ça qui était intéressant, je trouve, de voir l'évolution de la bestiole à travers les films jusqu'au 3, parce que bon, après le 4 t'as compris, c'est un peu pareil, Mm. hein, mais Oui, bah, on augmente le danger ou on augmente la forme du danger, la reine alien, elle est plus grosse, enfin tu vois, on monte plus de choses. Et mais en fait, l'évolution que nous avons nous de l'horreur qui évolue au fur et à mesure des films, bah, c'est les créatures aussi qui évoluent par rapport à leur danger. Enfin voilà, comme tu dis, ça, on s'attaque à leur nid, bah, forcément on va pas agir comme si on voulait juste chasser. On va devoir sortir les armes, donc on va pas hésiter à se sacrifier, sachant qu'en plus, bah, les armes qu'utilisent les Marines, ben, elles connaissent pas ces créatures. Pour elles, c'est pas enfin, elles savent pas ce que c'est. Donc elles sautent, elles prennent des risques et forcément ça paye pas toujours, mais en même temps elles agissent comme elles agiraient pour protéger ce qui les entoure, enfin leur famille quelque part. ouais. Et il y a un truc. Après, je sais pas si tu veux passer, tu veux rajouter quelque chose sur le premier Alien. Oh non, je pense que, enfin, moi j'ai en tout cas plus ou moins tout dit. Ouais, on a parlé en long, en large. Et Hmm. il y a un truc qui est intéressant, hein, parce que dans Aliens, tout de suite, l'intrigue est complétée par rapport au premier film. Tu sens que la partie de l'histoire, on veut te la clarifier tout de suite, dès le début du film, alors que dans le premier Alien, tout au long du film, c'est une chasse à l'homme, il n'y a pas forcément d'histoire plus profonde que ça, alors que dans Aliens le retour, bah, on t'explique que concrètement, bah, Wayland Yutani va utiliser Ripley, qui est la seule survivante du drame qui s'est passé avec le Nostromo, et on va essayer de la renvoyer sur place en donnant des excuses qui sont fausses, hein, parce qu'on a envoyé une colonie s'intégrer sur la planète pour essayer d'évoluer et de vivre, de mettre en place de l'air frais pour que la planète soit respirable pour les humains, etc. Alors bien sûr, hein, je pense pas que les humains sur Terre à l'époque ils se sont dit tiens on va envoyer une colonie là-bas parce on veut construire une nouvelle Terre. Non non, bah, bien sûr qu'ils ont envoyé des colons là-bas pour voir comment ils allaient réagir par rapport aux aliens et si justement ils allaient survivre ou pas ou je ne sais quoi ou que ils avaient. Après bien sûr tu sens que plus le film avance plus ça a été fait dans le but que les colons soient bouffés par les aliens et que après les œufs soient exploitables par la compagnie quand ils aillent les chercher quoi. Bah en fait ils servent, si on peut dire, d'engrais Ouais quelque voilà. part et font pousser des aliens. Ouais exactement. Et voilà, tu sens qu'il y a un côté pervers vicieux qui est utilisé par le représentant de Wayland Yutani
un peu comme dans les grandes corporations américaines où t'as une réduction d'effectifs, t'as un changement, t'as une délocalisation, Hmm. tu sens qu'il y a un côté menteur, vicieux, pervers, qui est encore une fois représentatif de la société qui changeait beaucoup aux États-Unis et qui est remis en place dans le film. Et t'as ce côté bourrin des marines qui arrivent, qui vont tout déglinguer, qui sont prêts à, je sais pas moi, à rentrer dans un géant sans réfléchir, quoi. Il y a un côté irréaliste, grossier, bande dessinée qui est mis en place dans ce film. Mais tu as envie d'y croire, tu te dis, tiens, c'est l'armée américaine, c'est un peu la représentation, tu sais, de l'armée qui est partie au Vietnam, qui s'est fait défoncer par les. Hmm. Et puis après est-ce que sincèrement, on voyait. Ils étaient combien les Marines? Ils étaient 5 ou 6, ils étaient pas énormes, hein, je sais pas combien ils Hmm. étaient, mais peut-être 10 ou 12, j'en sais rien. Mais est-ce que sincèrement, ces Marines, c'était suffisant pour aller combattre les aliens là-bas? Parce qu'avec un représentant comme Ripley, je veux dire, qui était juste là pour constater la merde. Tu vois? Ouais, mais sur le moment, si on part dans le principe et dans la logique, tu ne sais pas quelle est la taille de la menace, tu sais pas le nombre, tu ne sais rien. T'envoies le minimum, hein. Comme ça, si par chance, il y en a un ou deux qui survivent et qui te disent, bon, bah les gars, là, il nous faut envoyer carrément un missile sur la planète, il faut la faire péter, on fera ça. Mais voilà, il faut d'abord se rendre compte, malheureusement, et en général, on envoie un petit groupe, ça coûte pas très cher, on perd le minimum d'hommes, mais quelque part, on a des informations. Et en fait, c'est ce que fait en général les militaires pendant une guerre, c'est qu'on envoie un minimum de personnes sur place, quitte à les sacrifier, mais s'ils peuvent récupérer des informations, comme ça, derrière, on pourra agir un peu plus intelligemment. Ouais. Et dans les marines, hein, il y a le cliché avec une femme très très masculine, hein, qui est pourtant une belle femme, hein, après qu'on a vu dans d'autres films. Et, c'est Jeanette Goldstein qui incarne Vasquez, qui est un personnage fort, hein, de ces Marines, hein, parce que tu penses que. Moi, je pensais sincèrement que c'était une des personnes qui allait survivre la première fois que j'ai vu ce film. Et tu te rends compte que elle a cette naïveté que l'armée américaine aussi a eue au Vietnam et elle déroge pas à la règle. Et t'as ce côté aussi amateur de la personne qui commande la mission. C'est sa première mission. Il raconte qu'il a fait sa première mission en simulation, en fait. Tu te rappelles de cette phrase? Ouais, Non, non, mais mais c'est vrai c'est. que ça rassure pas. Mais quelque part, tu vois, là aussi, il y a une belle évolution parce qu'on montre donc un futur qui peut exister et on montre qu'il y a une femme dans l'armée, ce qui Aussi, était aussi. impensable. Parce que normalement, l'armée, c'est que des hommes, hein. Les femmes servent surtout pour la paperasse, pour remplir les douilles, ce genre de choses, mais jamais tenir un fusil. Une femme n'a pas le droit normalement. Et pourtant, là, on vous dit, les femmes pourraient rejoindre les Marines. On nous le montre bien avant que ça arrive réellement. Ouais, c'est encore une fois l'image de la société américaine, hein, qui est reprise. Et au niveau des décors, par contre, là, on se retrouve à l'extérieur, hein, sur la planète. Alors là, par contre, il n'y a pas de casque, il n'y a pas de combinaison parce que l'air a été plus ou moins travaillé et rendu respirable, hein, par le réacteur qui a généré de l'oxygène sur cette planète. Et il découvre une zone complètement apocalyptique, hein, avec une ville qui a été plus ou moins construite à l'époque par Weyland-Yutani, mais complètement détruite. Alors après, au niveau des décors, il y a bien sûr des habitations, il y a un lieu de rencontre avec un espèce de bar, je ne sais quoi. Enfin, il y a des décors qui sont vraiment détruits dans tous les sens. On ne sait pas forcément où ils atterrissent non plus parce qu'il y a cette plongée dans l'inconnu, encore une fois, avec le vaisseau des Marines qui est envoyé sur cette planète. Même les Marines ne savent pas à quoi s'attendre jusqu'au dernier briefing avant de décoller. C'est un truc de dingue, quoi. Il y a ce côté bourrin qui est toujours mis en valeur. Et tu te demandes en fait où est le professionnalisme dans cette mission. Tu sens que ça va tourner au drame. Et moi, je voyais pas comment les Marines allaient survivre plus de, je sais pas moi, plus de 10 minutes sur la planète avec les colons, quoi. C'était pas possible, quoi. Par Ben, rapport encore aux une fois, aliens.
encore une fois, on utilise ce qui était utilisé dans la vraie vie, hein, dans le monde réel. C'est que malheureusement, pour certaines guerres ou pour certaines missions, on ne disait rien aux Marines, et on leur disait juste, bon, vous devez aller là-bas, juste sécuriser le lieu, alors qu'en fait, ils avaient une mission beaucoup plus importante, et malheureusement, c'est souvent dramatique quand ils arrivent sur place, parce que bah, comme ils sont au courant de rien, ils ne sont pas préparés, et bien, malheureusement, ils servent de chair à canon. Ouais. Et donc ils retrouvent une survivante, hein, une enfant sur la planète, Newt, une petite fille blonde qui est... C'est marrant parce que dans la version Director Cut d'Aliens, si tu l'as vu, on peut voir comment justement l'alien la première fois a été introduit, hein, dans la base des colons avec un copier-coller plus ou moins de ce qui s'était passé dans le huitième passager avec un, comment dire, une petite voiture qui amène la famille. Enfin, je sais pas d'ailleurs ce qu'ils foutent la famille, genre ils vont à Disneyland se balader sur la planète, j'en sais rien. Et encore une fois, hein, je crois que c'est le père ou la mère qui se fait attraper par un facehugger. Et en rentrant à la base, bah, l'alien contamine toute la communauté des colons. Et c'est visible seulement dans la version Director Cut, où t'as encore, tu sais, la vision de la vie qu'il y avait sur cette base de colons, Mhm. avec des animations plus ou moins dans les couloirs, etc. Après, on n'est pas non plus dans Star Wars ou Cosmos 99, hein, c'est un Mhm. truc vraiment minuscule, hein, c'est une petite scénette. Mais je pense que ça aurait pu être sympa de l'intégrer dans le film final Ouais. qui dure un peu longtemps, hein, après, c'est vrai, hein, donc peut-être qu'après, il fallait réduire au niveau de la Ah, c'est durée. ça, il y a des choix à faire, hein. Est-ce que tu veux montrer une ville qui va de toute façon mal finir, ou est-ce qu'au final tu montres des ruines et tu nous expliques qu'il y avait une vie ici avant, tu nous montres il y a encore la vie avec une enfant, et en fait tu comprends très vite que bah, ça a été un vrai carnage, quoi. Ouais. Et ils intègrent dans ce voyage-là, Ripley et les Marines, un nouvel androïde, Bishop, qui est hyper connu maintenant par tous les fans, quoi. Hmm. C'est devenu un peu la mascotte, hein, d'Aliens. Et, Ripley est très réticente, hein, par rapport à cet androïde qui est soi-disant plus évolué, qui a moins de réactions hystériques et puis intenses par rapport à ses émotions qui étaient mal gérées, raconte Bishop, etc. Euh, Après, c'est Lars Eriksen qui s'appelle, je crois, l'acteur, c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Mais je crois que c'est, ouais, c'est ça. C'est lui qui a joué dans Millennium et dans X-Files, c'est un Mhm. acteur connu. Ouais, ouais, c'est ça, Harrington, ouais. Ouais, et c'est un très bon acteur, encore une fois, tu vois, pour Aliens, là, le retour, ils ont choisi des bons acteurs, même les Marines, hein, qui sont des personnages qui vont mourir assez rapidement. Là, cette fois-ci, par contre, c'est un film de James Cameron, hein. C'est James Cameron qui a repris la réalisation. Et James Cameron, pareil, a eu les mêmes problèmes financiers par rapport à Ridley Scott, hein, avec une restriction budgétaire, hein, sur la durée, etc. Et ce film-là a été tourné à Heathrow, en fait, dans la banlieue d'Heathrow, à côté de Londres, encore une fois, dans une ancienne centrale. Alors, est-ce que c'est une ancienne centrale nucléaire ou de charbon, je sais plus. Mhm. Mais il racontait que pendant le tournage, en fait, avant le tournage, ils avaient donné des pastilles d'iode à tous les acteurs, en fait, pour éviter qu'il y ait des problèmes par rapport à leur santé, parce qu'ils n'étaient pas certains que l'air était à 100% sain, en fait, à l'intérieur, parce qu'ils ont tourné à l'intérieur d'une centrale, en fait, d'une ancienne centrale. C'est là justement que le décor avait été plus ou moins planté, tu sais, avec l'espèce de colonne verticale vers Mhm. le haut, etc. Et ils avaient utilisé des anciens push utilisés à l'aéroport d'Israël pour les avions qu'ils avaient reconditionnés en véhicule. Voilà, ils ont utilisé le véhicule qui encastre la base où justement ils doivent sauver les Marines au début du film, qui se font bouffer les uns après les autres là. Et Mhm. il y a pas mal de choses qui ont été réutilisées. Au niveau du design visuel, hein, les couloirs, il y a pas mal de codes qui ont été repris, hein, même si après on est sur une planète, on retourne rapidement dans un espace confiné avec très peu d'éclairage, du métal. Enfin, ça reste assez difficile
pour une personne normale, je veux dire, de rentrer tu sens que tu es à la guerre, tu sens que tu vas passer un sale moment, quoi. T'es pas Mm. dans, le décor ne dégage pas quelque chose de serein tout de suite, hein. Mhm. Je sais pas, toi, comment tu as. Est-ce que t'as ressenti cette peur tout de suite dès le début du film ou t'as senti plus le côté comédie avec les Marines En fait, tu sens la peur enfin, dans le comportement de Ripley parce qu'elle a vécu certaines choses, donc forcément tu comprends ce qu'elle a vécu puisque tu as vu le premier film. Mais c'est vrai qu'avec les Marines, mais en même temps, voilà, ça représente ce qui se passait avec la guerre du Vietnam, des Marines qui pensent qu'ils vont gagner la guerre parce que bah, ils sont mieux équipés, ils sont plus nombreux, donc c'est sûr qu'ils vont gagner. Donc il y a ce côté un peu comédie des Marines qui vont être là en mode, bah, on va tout poutrer et il va rien nous arriver. C'est drôle et en même temps tu sais que malheureusement ça va pas se passer comme ça et forcément quand ils vont arriver sur la planète et que petit à petit tu vas découvrir les décors, l'ambiance, tu comprends que malheureusement ces Marines vont passer un sale moment. Ouais. Et il y a pas mal de décors, hein, bien sûr, hein, comme dans le premier Alien, qui ont été tournés avec des maquettes, hein. Il y a pas mal de choses parce que, bien sûr, hein, la base est gigantesque, hein, gigantesque par rapport à la taille des personnages, normalement. Et on pouvait pas faire un décor en grandeur nature avec. Alors, à l'époque, on était encore aux maquettes, on n'était pas encore aux images de synthèse, hein, comme il y a eu dans les derniers Star Wars. Et ça rend la chose encore plus vraie, hein. Moi, franchement, quand je regarde encore une fois Aliens avec le vaisseau, etc., tu sens que il y a de la profondeur, il y a de la matière, alors que quand tu utilises des images de synthèse, tu sens tout de suite que les acteurs se déplacent sur un fond vert. Il y a quelque chose de faux qui est ressenti au niveau des déplacements, au niveau de la structure, etc. Et là, franchement, ça reste encore quelque chose de potable. Alors bien sûr, hein, les effets spéciaux avec le petit vaisseau qui fonce sur la planète avec la 3D un peu basique de l'époque, etc. Comment dire, les petits screens ordinateurs avec, tu sais, avec les petits Mm. points qui s'affichent et tout, ça fait vraiment cliché, ça fait vraiment kitsch, hein, mais Ouais, mais ça, c'était l'époque aussi, hein, c'est les images l'époque, de ouais. synthèse, voilà, c'était les premières, puis ça demandait aussi un budget, donc c'est pour ça que heureusement que quelque part, les premiers aliens n'ont pas succombé tout de suite à oh bah vite, on va aussi utiliser des images de synthèse, on va en mettre partout. Non, heureusement, parce que sinon ça aurait forcément donné des films beaucoup plus dégueulasses. Ouais. Et dans ce film-là, hein, par contre, par rapport au Nostromo, bah là, on est pratiquement tout le film, hein, sur la base. Il y a cette intrigue où on doit aller rallumer un générateur, je ne sais où, là, pour faire. Oh là, voilà, c'est ça qui se passe. Ça me revient, c'est que le premier vaisseau de secours qui doit venir chercher les Marines par rapport à l'explosion. Non, par rapport à la perte enfin, l'échec de la mission, quoi, parce qu'ils doivent aller au cœur du réacteur dès qu'ils arrivent, ils se font planter, donc ils appellent le Hmm. vaisseau de secours de manière automatique, sauf que le vaisseau, entre-temps, un alien s'était glissé à l'intérieur et le pilote qui vient les chercher, eh ben, il se plante, donc ils n'ont plus aucun moyen de s'échapper, sauf de rappeler de manière automatique depuis le vaisseau qui est resté dans l'espace un vaisseau de secours. Et ça arrivera seulement à la fin du film. Et donc il y a toute une intrigue où ils doivent trouver un générateur pour appeler, pour que l'antenne remarche, pour appeler, etc. Enfin, le vaisseau qui est encore resté dans l'espace. Enfin, il y a pas mal. On ne sait pas s'ils vont tous mourir sur la planète ou pouvoir s'en échapper. Euh, et puis il y a le côté évitement, tu sais, avec Hmm. tous les aliens qui sont regroupés à un moment donné et qui commencent à se rapprocher petit à petit des humains. Les aliens commencent à comprendre, il y a une forme d'intelligence qui se met en place. Et puis là, dans ce film-là, par contre, la peur est mise en valeur avec le petit bip sonore, tu sais, détecteur Hmm. radar de l'alien que les marines sont amenés avec eux. Et le bip bip pour savoir où sont les aliens, c'est hyper bien foutu. C'est un truc qui a été hyper bien trouvé. Ça. Je sais pas qui a trouvé ça, mais c'est génial, quoi.
Ah, bah après, ils ont dû se. Enfin, peut-être qu'il y a eu des recherches au niveau de l'armée avec des systèmes de détection pour des mines. Enfin, ils ont dû penser à plein de trucs et ils ont dû se dire ça pourrait être sympa de mettre un détecteur qui permet potentiellement de savoir si la cible est proche, mais sans donner réellement sa position parce que ça ne dit pas s'il est au-dessus, s'il est en dessous. Ça ne dit rien qu'un bip, mais plus le bip bip est fort, plus la créature est potentiellement proche de toi, donc le danger et là, et ce qui veut dire que, ben, attention, ça risque de faire bobo. Et c'est vrai que c'était très stressant, surtout que le bruit, il marque l'esprit, hein. Ouais. Et puis là, les personnages se retrouvent une nouvelle fois séparés entre plusieurs groupes. T'as un moment replay qui essaye de retrouver Newt qui a disparu, qui a été capturé par un alien. T'as des scènes où on retrouve cette fois-ci tous les gens qui ont été capturés, les colons, où tu vois leur ventre ouvert en fait à l'intérieur du réacteur. Enfin, c'est Mm. graphiquement et c'est hyper marquant comme. Et puis t'as la scène du début, c'est vrai, la scène du début où t'as les Marines qui rentrent à l'intérieur du réacteur et tu vois toute cette structure noircie, visqueuse, et tu te rends compte que tous les aliens en fait sont cachés à l'intérieur comme dans un cocon, dans leur nid, quoi. Et ils arrivent tous à sortir à un moment donné, ils apparaissent dans le noir, dans l'obscurité, c'est hyper bien foutu, quoi, visuellement. Mhm. Donc voilà, quoi. Après, je sais pas si y a des choses marquantes dans ce film-là dont tu as envie de parler, je sais pas. Bah non, pas spécialement, à part que je me suis gouré. En fait, les critiques étaient plutôt positives au début. Je pense que j'ai Ouais, dû confondre avec le 3 ou un autre. Mais non, non, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. Je pense que bah, Alien, c'était une excellente suite, avec beaucoup plus d'aliens. Et surtout, on pouvait beaucoup plus les voir cette fois, parce que là, vraiment, on les voyait enfin, dans toute leur splendeur, quelque part. Et, euh, et c'est vrai que, encore une fois, on se posait la question, qui allait survivre? C'était pas sûr que Ripley allait survivre ou mourir. Enfin, on ne savait rien, quoi. Quand on voyait ce film, on se disait juste, ok, on est de retour face à un danger mortel. En plus, bah, avec le titre Aliens, on comprend que bien y en a plus. Donc, c'était très inquiétant et franchement, un film extrêmement réussi, une excellente suite. ouais. Après, bien sûr, hein, ils ont voulu surfer un peu sur le succès de l'époque avec un film qui est sorti un peu plus tard quand même. Alors, je crois que c'est 92, hein, je crois qu'il est sorti, Alien 3. Et, et ce film-là, bah, celui-là, il a été vraiment, hein, comme tu dis, hein, pas forcément bien accueilli par la critique, hein, parce que on retrouve encore une fois, je sais pas, c'est pas du réchauffé, mais tu sens qu'ils ont plus forcément d'idées et que le film devait plus ou moins se terminer à la fin d'Aliens et pas forcément retourner sur une planète comme ça. Ce qui est dommage, c'est qu'on apprend la mort tout de suite de Newt, un des passagers qui était dans le vaisseau de secours avec Ripley. Et je sais pas, moi, si c'était une bonne idée de sacrifier ce personnage-là et de les faire retomber sur une planète. Est-ce que ça aurait pas été mieux qu'ils retournent sur Terre à un moment donné? Je sais pas. Comment t'as appris l'histoire, toi? Est-ce que ça t'a plu ou pas? Bah, en fait, moi j'ai trouvé l'histoire très malsaine, sachant qu'en plus, bah, suivant le film, comment on l'a vu, il y a quelques scènes qui diffèrent. Par exemple, le premier Alien, dans une version, il naît depuis un chien, dans une autre version, c'est depuis une vache. Alors, ça change pas grand-chose, mais tout de même, ça reste une interprétation différente du film. En plus de ça, bah, là, c'est des prisonniers, donc il y a un côté encore plus malsain d'une femme qui se retrouve au milieu d'hommes. Qui n'ont pas eu de sexe depuis un certain temps, qu'il y a encore un truc encore plus malsain. Et là, on sent la prononciation sexuelle encore plus poussée dans ce film-là. On change en plus à nouveau de réalisateur, parce qu'à chaque fois, le réalisateur n'est jamais le même. Donc il y a encore une nouvelle patte à porter, une nouvelle manière de filmer tout ça. La menace, encore une fois, est un petit peu plus différente. Là, c'est plus vraiment le nombre, mais c'est surtout qu'en fait, la menace, ben, c'est les prisonniers en eux-mêmes qui sont une menace potentielle en plus de la créature. Euh, Franchement, moi, j'avais bien aimé ce film. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais je trouve que il est sympathique. Voilà, il apporte pas grand-chose. Mais franchement, c'est pas une grosse bouse. Il mérite le coup d'œil parce que il est assez intéressant. C'est vrai qu'il y a quelques personnages comme ça qui disparaissent, malheureusement, pour on ne sait quelle raison comme ça.
Voilà, tout n'est pas parfait, mais c'est un bon film, je trouve. Ouais, c'est pas. J'ai pas trouvé le film aussi mauvais que les gens ont dit. Après, moi, je l'ai vu au cinéma carrément. J'étais allé le voir au cinéma et. Hmm. Bah, il y avait pas. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde dans la salle, hein, pour être franc. Alors là, par contre, par rapport au budget, c'est 50 millions de dollars, hein, le budget. On est très loin des 11 millions de dollars du premier Alien. Et ce qui est dommage, je trouve, c'est que ça n'a pas forcément été bien exploité. Le retour de l'alien, là, c'est un. L'histoire vraiment là est intéressante par rapport à Ripley parce que c'est la fin de Ripley et entre guillemets, hein, parce que dans le Hmm. 4 elle va revenir en tant que androïde je ne sais quoi, C'est un mais clone. ouais, voilà. Mais je trouve que l'histoire de Ripley, la boucle est bouclée, elle est assez bien ficelée, mais là l'alien est mis un peu en retrait, je trouve, par rapport à l'histoire. Et l'excuse de la planète pénitentiaire pour sacrifier plein de gens, faire un espèce de film un peu plus familial en se disant, bon, les gens qui vont mourir, ça va être des tueurs en série, des violeurs, c'est pas grave, etc. Bah, en Euh, fait, c'est pas plus familial que ça, parce que justement, t'as quand même, encore une fois, une femme au milieu de prisonniers. C'est ouais. pas si familial que ça, parce que, comme je dis, en fait, finalement, le danger, c'est plus ces prisonniers, et l'alien, Oui, oui, voilà. c'est secondaire. Effectivement, il est secondaire. D'ailleurs, on revient sur un alien proche du premier, qui va vraiment chasser dans les conduits d'évacuation, ce genre de truc, qui va moins la jouer bourrine, parce que finalement, les prisonniers vont se jeter dans la gueule du loup un par un même si ils essayent de trouver un plan pour justement le déloger. Il y a... Ouais, non, franchement, moi je trouve qu'il y a des choses intéressantes. La fin de replay, en plus, en mode je me suicide pour le bien de tous, bah franchement, ouais. Mm. Non, moi j'ai bien aimé. C'est d'ailleurs pour ça que finalement, quand tu découvres que bah en fait elle est pas morte parce que voilà, ça c'était plus décevant au final parce que je pense que Ripley aurait pu se terminer, enfin aurait pu finir ainsi en se suicidant. Bon, bah, on a décidé de la faire revenir. Bon, bah, voilà, c'est comme ça. C'est vrai qu'entre Terminator 2 et puis Alien 3, la lave, c'est Ouais, finalement ça devait être un truc. ouais, la lave ça mouille quoi, ça tue pas quoi. Ouais, il y a une symbolique avec la lave. En fait, c'est juste pour réchauffer les cœurs. Voilà, elle avait besoin de se réchauffer parce que, bon, voilà, à un moment, ça se gelait les miches. Je sais pas. C'est vrai que c'est très bizarre ce délire de la lave. Oh, bon, allez, on va dire pourquoi pas. Au moins, on voit aussi que la Weyland était prête à tout, puisqu'ils sont venus sur place, ils étaient venus récupérer Ripley. Ouais, là, on comprend encore plus que c'est vraiment une organisation très malsaine. Ouais, mais j'ai vu une symbolique, hein, très intéressante, justement avec la lave et puis la descente aux enfers là dans le réacteur. Il y a une symbolique par rapport à la mythologie grecque dans la descente des enfers avec justement cette recherche, tu sais, d'aller au plus profond de la comment dire le terme qu'ils avaient utilisé, je sais plus ce que c'était. Mais t'as une analogie pareille avec la mythologie grecque et cette manière d'attaquer le côté diabolique en fait par la racine, hein, en descendant aux Mhm. enfers avec la descente dans le réacteur pour aller chercher les aliens, etc. Et puis encore une fois, tuer Ripley dans la lave avec le feu sacré de l'enfer, etc. Enfin, il y a pas mal de, il y avait une personne qui avait dévoilé, qui avait élaboré cette symbolique, c'était assez intéressant. Je pense qu'on sur YouTube ça se retrouve. Après, comme je vous dis, il y a pas mal de théories autour de tous ces films-là. Mais Mhm. moi, ce que j'ai vraiment trouvé dommage dans cette histoire-là, c'est d'avoir tué la petite fille. Et j'aurais peut-être voulu, tu sais, que ça continue avec un retour sur Terre. J'aurais bien aimé voir le retour sur Terre. Voilà. Et pas qu'on continue sur encore une autre planète et que ceci. J'aurais voulu plus. Après, moi, je veux pas un truc non plus comme il va avoir dans Jurassic World numéro 3 avec Las Vegas et des dinosaures, hein. Non, je veux pas de ça, Mhm. moi. Mais Ouais, automatiquement, c'est une boucherie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ouais, pas de. ouais. On se retrouve dans un Cloverfield bis où tout le monde va clamser et puis faut quand même qu'il y ait une petite intrigue, quoi. À la limite, qu'ils atterrissent en Antarctique, hein, comme dans The Thing, où la bestiole avait atterri sur une partie de la planète très restreinte, où il y a très peu de vie.
Mais imaginez, comme le Predator qui est parti à Los Angeles dans Predator 2, c'était n'importe quoi. Ils l'ont rendu gentil, Predator, le Predator 2, à un moment donné dans le Bah, film. c'est dans Alien versus Predator, dans le premier, je crois qu'il y a des aliens qui se trimballent en ville et t'as une énorme reine alien, enfin non, un prix d'alien, mais c'est dans le 2, je crois, je sais plus, qui va pondre des œufs dans des femmes enceintes et tout, et t'as plein Ouais, d'aliens. Ah, c'est devenu, mais c'est con, mais c'est c'est ça n'importe marche. quoi. Ouais, mais ça va loin, mais en même temps, mais c'est un peu le problème de ce type de film, et de toute façon dans les films d'horreur en général qui essayent de faire des suites, c'est qu'il faut toujours aller plus loin en fait dans la surenchère. Ouais. Mais étrangement, ça fonctionnait, tu vois, dans Alien vs Predator, ouais, ça fonctionne, c'est bourrin, c'est gore, il y a des femmes enceintes qui ont plein de bébés à l'intérieur d'elles, et finalement ça va se transformer en des petits aliens trop mignons, trop choux, bah moi j'aime bien, tu vois, ça va loin, Moi ça j'aime bien. fonctionne. Ouais. Mais si tu vois, Alien 3, hein, qui a été fait par David Fincher, il y a quand même Bishop qui revient avec sa tête seulement, hein. À un moment donné, tu vois, ils ont essayé d'intégrer des personnages clés, hein, parce que je pense que David Fincher, il savait qu'il n'avait pas forcément une histoire béton. Et il s'est dit, si en plus il y a pas Sigourney Weaver qui voulait pas refaire le film, hein. La vérité à l'époque, c'est que Sigourney a demandé un cachet énorme pour continuer l'aventure parce qu'elle voulait pas reprendre son rôle. Après, on lui a demandé de raser sa tête, etc. Il y avait pas. Non, mais c'est parti loin, hein. Ouais, ouais. Et c'est marrant parce que Sigourney, à chaque fois, elle est revenue en fait, elle est revenue faire le 4 encore une fois. Par contre, dans le 4, elle est vraiment, c'est une femme vraiment puissante, féroce. C'est un espèce de Terminator bis. Ouais, parce qu'elle a du sang d'alien en elle, hein. Ouais, voilà. Et elle reste humaine dans le 3, mais en perdant toutes ses facultés, je trouve, tu sais, de leader qu'elle avait dans Alien 1 et le 2. Je sais pas Bah, ce que t'en peut-être qu'au bout penses. d'un moment, elle en a plein le cul, quoi. Elle est là, ah merde, troisième film, il y a encore des aliens, on pousse, quoi. En plus, elle se retrouve au milieu d'hommes, elle doit se dire, ah, démerdez-vous, les gars, moi j'en peux plus. Prenez un lance-flamme, prenez le bip-bip, mettez-vous dans des tuyaux et démerdez-vous, j'en ai marre, je veux rentrer chez moi, les aliens, mes couilles. Bon, il doit y avoir un truc comme ça, non? Difficile à savoir, c'est toujours compliqué parce que, encore une fois, il y a aussi le fait qu'on change de réalisateur systématiquement. Donc, un réalisateur, il a sa propre patte, il a sa propre idée de comment va être un film. On va le voir encore une fois dans Alien la Résurrection avec Jean-Pierre. C'est pas du tout le même délire, c'est pas le même trip. Donc, voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Et ce qui fait que peut-être que bah, là, ils ont décidé d'avoir une replay un peu plus en retenue, un peu moins badass, parce que au bout d'un moment, ben, après tout, ça reste une humaine face à un danger totalement mortel, et au bout d'un moment, tu peux baisser les bras. Enfin, je pense, hein, après, Mhm. ça reste une hypothèse. Non, mais ça se tient, hein, de toute manière, hein. Pour ceux qui ont vu le film à l'époque, il y avait une version longue aussi, qui n'a pas été diffusée au cinéma. Alors après, il y a peut-être des cinémas qui diffusaient la version longue aux États-Unis, je sais pas. Mais la version longue, c'est une purge. Ils ont rajouté des scènes à droite à gauche, mais dans le mot. C'est des scènes qui n'ont pas forcément intérêt à être dans la version finale. Donc il y avait quand même une demi-heure en plus de scènes qui ont été coupées pratiquement. C'est énorme. Et un film qui devait durer 145 minutes à la base, hein. Donc là, Ouais, mais bon, tu vois, c'est là où t'as la scène avec le chien, tu vois, au lieu que ça soit une vache. Mais tu vois, c'est con, mais psychologiquement, déjà, t'es plus dégoûté. Parce qu'une vache, tu dis, ouais, c'est une vache. Mais un chien, t'es plus dégoûté. Ça te touche beaucoup plus. C'est un peu plus brutal, tu vois, la scène. ça refait penser à The Thing, en fait, le chien. Je Oh, pense. certainement, hein, peut-être, mais pour un spectateur, un chien, c'est un animal de compagnie. Une vache, ça finit en steak, donc tu t'emballes un peu les couilles. Donc, que ça soit la vache qui se fait niquer par un alien, bon, bof. Ouais. Le chien, oh, le petit toutou, merde, oh, t'es dégoûté, tu vois, c'est con, mais psychologiquement, ça fait pas le même effet. Ouais. Après, bon, c'est pas forcément un chien de compagnie, hein, c'est un. Ouais, mais même, Ouais. non, mais tu sais, dans la psychologie de l'être humain, ça aurait été un chat, alors là, c'était un scandale, hein. Ah, mais c'est sûrement une des raisons pour lesquelles la scène a été coupée, hein, parce Oui, que à la base, oui, elle a été modifiée, ouais. quand tu te souviens du film Independence Day, là, où t'as les aliens qui plombent tout le monde dans toutes les villes, à un moment donné, t'as un chien et puis un enfant qui survivent dans un tunnel avec toutes les bagnoles, là. Mhm. Et dans les films à gros budget américain, comme ça, il n'y a aucun chien qui se fait flinguer, quoi. C'est clair que
Non, mais bon. Ah bah il y a des choses il faut pas toucher, même dans le cinéma, même les enfants, hein, on montre rarement des enfants qui vont mourir, ou alors on le fait par un petit bruit, tu vois, t'as un petit bruit, t'entends, ah l'enfant est mort, mais il faut pas montrer, Ouais. c'est comme ça. Ah, mais moi, il y avait un film hein, qui m'avait choqué, c'était Le Cavalier sans tête, la Sleepy Hollow. Quand t'as Mhm. l'enfant qui est sous son lit et t'as toute sa famille qui se fait buter par le cavalier, là, je me suis dit, putain, ça, c'est un film pour la famille, ça, c'est quoi j'ai- Ouais, mais tu vois, là tu te dis, il faut que maintenant le cavalier tue l'enfant, ça serait classe. Mais voilà, ça n'arrive Ouais. jamais. Ça n'arrive jamais. Bon, après, certains diront que je suis un peu morbide et tout, mais non, mais c'est toujours le même truc. C'est est-ce qu'on peut pas aller plus loin dans l'horreur, dans la violence, dans le gore? Après tout, les enfants sont au même titre que des adultes, hein, et Ouais. ils doivent y passer. Un alien ne fait pas la différence entre un adulte et un enfant, hein, donc bon. Ouais. Mais moi, tu sais, je pense à la famille, là, avec leurs enfants de moins de 10 ans qui vont voir Sleepy Hollow au cinéma. Ils disent, allez les enfants, on va au cinéma voir ça, ça va être bien. Et puis t'as là, cette scène-là qui arrive avec le gamin dont toute la famille est tuée. Tu vois les têtes qui roulent ou je sais pas quoi. Moi, je suis de la famille, je sors du cinéma après, hein. Je pense que... Mais après, je sais pas si c'est un contexte, tu vois, économique, politique ou une époque, mais je trouve que les parents laissaient plus facilement regarder des films d'horreur, parfois, qu'aujourd'hui, on est plus regardant, tu vois, on se dit, oh, attention, ça peut faire plus peur dès qu'on est moins de 16 ans, tu vois, avec les pays et autres, que ce soit dans le domaine du jeu vidéo, alors qu'avant, oh, on avait peut-être tendance, oh, regarde Alien, on voit pas grand-chose, tu peux le regarder, ça va te forger, mon fils, tu sais, ce genre de discours, Ouais, c'est con, ouais. mais... Ouais, je trouve que l'époque a évolué et que maintenant on est plus regardant. Après, c'est pas plus mal, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que moi, on me laissait plus facilement regarder des films d'horreur, alors que je sais que moi, aujourd'hui, sachant que les films deviennent violents et tout, je me dis, si j'avais des enfants, est-ce que je serais aussi... voilà, est-ce que je laisserais aussi facilement regarder? Je ne sais pas. Mais La c'est c'est- question se pose. c'est peut-être qu'aussi à l'époque, il y avait moins de gros films qui passaient à la télé, et puis la télé avait une espèce de censure interne où t'avais pas forcément des films qui passaient à 20h30 avec les chaînes du câble aujourd'hui, tu sais. Hmm, Aujourd'hui, je sais pas, si t'as des chaînes comme Polar Plus ou Canal Plus Cinéma, tu peux voir des films de science-fiction, oui. d'horreur à 20h30, c'est possible. Et à l'époque, sincèrement, mis à part peut-être la 5 et M6, voir un film avant 23h, même il y avait Vampire, vous avez dit Vampire, ce film-là il faisait très peur pour les enfants à l'époque, dans les années 80, et il passait pas avant 23h à la télé quand ça passait, quoi. Il s'est jamais passé à 20h30 sur TF1, je veux dire. Oui, c'est vrai qu'effectivement, des films comme L'Exorciste ou Amityville, c'est des films qui passaient pas à la télé. Enfin, c'est con, mais c'est vrai que ça passait pas. C'est vrai que, en général, ouais, c'était des films que tu louais en cassette. Et c'est peut-être aussi pour ça que les familles partageaient un peu plus dans le sens, bon, ben, on loue une cassette, c'est pour tout le monde. Viens, les enfants, regarde L'Exorciste, regarde, elle tourne sa tête à 360 degrés et elle te dit, ta mère suce des bites en enfer. Ah, c'est bien. Ah, on aurait peut-être pas dû le regarder avec les enfants, chérie. Ouais, ça va, t'inquiète pas. Ouais. Ça... Ah, pourquoi ton enfant pleure? Ah, il est un petit peu traumatisé. Ah, ça va forger son caractère quand même. Il sera un homme plus tard. Ouais. Ouais, mais c'est peut-être pour ça, tu vois, que les parents laissaient regarder la télé, parce qu'ils savaient qu'il y avait une autocensure de la télé à l'époque, alors qu'aujourd'hui, tu as intérêt de faire gaffe à ton enfant qui prend la télécommande, parce que tu sais pas sur quoi il va tomber. Ouais, franchement, aujourd'hui, tu regardes les informations, c'est un film d'horreur, hein, donc au final, non, Déjà, non, mais ce qui est traumatisant, ça m'énerve quelque part, c'est que on se dit plus ouvert, on se dit plus libre, on se dit tout un tas de choses, on montre à la télé énormément de choses horribles qui sont dues à la vérité, hein, ce qu'on vit au quotidien quelque part, et d'un côté, dès que dans un film d'horreur, on va montrer un truc un peu violent, un peu gore, tout de suite, ah non, il faut censurer, c'est plus possible, c'est traumatisant. Bah putain, mais regarde ce qu'il y a aux informations, mon chou, regarde ce qui passe à la télé. Ah, les, les ch'tis à Ibiza, là, tu crois que c'est pas traumatisant, ça? C'est pas un film d'horreur? Non, mais tu vois, ça m'énerve ce genre de discours, et c'est vrai qu'on vit peut-être maintenant dans un milieu où on est plus ouvert et en même temps on est plus fermé. Donc, tu vois, un alien, quelque part, ça a bien vieilli encore, hein, tu vois, c'est encore regardable. Mais c'est vrai qu'à une époque, on laissait nos enfants regarder ce type de film, alors qu'aujourd'hui, on serait peut-être un peu plus frileux, tu vois. ouais, ah, mais c'est certain, ouais. Enfin voilà, bon, après Alien 3, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, c'est une suite qui se regarde comme un épisode, hein, mais
C'est loin d'être un Bah, chef-d'œuvre. il est là, il est différent des autres, il propose pas quelque chose de totalement neuf, il essaye de revenir peut-être un petit peu à ses origines en proposant un alien qui chasse un peu plus, puisque là, bah, il y en a pas des milliards d'aliens au moins, tu vois, c'est pas comme Aliens, et en même temps, on propose un autre danger pour faire comprendre qu'en fait, quelque part, c'est pas forcément les robots, c'est pas forcément les aliens qui sont dangereux, c'est l'être humain lui-même qui va potentiellement se tirer une balle dans le pied, quoi. Hmm. Et donc après, hein, ils ont essayé encore une nouvelle fois d'exploiter la licence avec Alien Resurrection. Et pour moi, clairement, c'est le film pas le plus raté après Covenant, mais quand même, je suis pas loin de le penser. Non, alors là, non, Pour, tu vois, non. je préfère Ouais, pourquoi? Prometheus. Moi, je préfère Prometheus jusqu'à un certain moment du film. Ah Tu non, vois? quand même. Mais vas-y, 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 dis-moi, Non, franchement, t'as aimé quoi? Non, franchement, oui, il est un peu plus cool quelque part dans son aspect parce que t'as un aspect presque un peu plus humoristique quand tu vois par exemple, Ouais. je sais plus, je crois que c'est le noir, tu sais, qui tire avec ses flingues, t'as les balles qui rebondissent et qui tombent. T'as un aspect humoristique. En plus, t'as Ripley qui a du sang d'alien et qui a des pouvoirs tout d'un coup mystiques, limite à voir à travers les murs, je sais pas, enfin tu vois ce genre de Ouais. conneries. Ouais. Oui, ça va loin dans le truc, mais encore une fois, il fallait pousser le vice. En plus de ça, ils ont voulu forcément faire revenir Ripley alors qu'elle était supposée être morte. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On la clone. Bon, écoute, ils s'en foutent, les gars, il y a Ripley. Bon, ben, ok. En plus, c'est un Français qui réalise le film. Il y a une patte française, tu vois, avec des acteurs français. Il y a le petit, là, avec son visage un peu gueule cassée, tu vois. Ouais. Euh, Ouais. franchement, il est pas dégueulasse. Effectivement, ça sera pas l'alien qui va marquer les esprits. Mais encore une fois, c'était difficile de faire aussi bien que le premier et voire aussi bien que le deuxième. Et tu vois, le 3 et le 4, finalement, sont. Voilà, c'est des bonnes suites, sont pas exceptionnels, mais ils ne crachent pas sur la saga comme a fait Prometheus ou encore Alien Covenant. Monsieur Ridley Scott, on vous remercie pour ce travail de professionnel. Mais c'est pour ça, donc non, Alien Résurrection, c'est un film. Sans prise de tête. Bon, effectivement, quand tu vois le scientifique embrasser la vitre où il y a l'alien derrière, bon, tu sens que là, ça part un peu en cacahuète, mais, Ouais, mais largement. oui, mais Largement. tu vois, c'est con, mais j'ai bien aimé, tu vois, je me suis marré. Par contre, effectivement, il fait plus peur. Tu vois, là, on n'est plus dans la peur. Hmm. Ça fait beaucoup moins flipper. Les personnages, s'ils crèvent, tant pis, tu t'en fous un peu. Mais c'est un film presque un peu popcorn, tu vois, tu passes un bon moment. Ce qui est un peu con pour dire pour un alien, mais en même temps, je préfère passer un bon moment et me régaler, tu vois, que être traumatisé par Prometheus ou Alien Covenant. Hey. Mais tu vois, là, l'histoire quand même, c'est tiré par les cheveux à un point pour donner l'excuse encore une fois à un nouveau film. Ça se passe en 2379, je sais pas si tu imagines, c'est 200 ans après la première, depuis Alien 3, quoi. Donc c'est assez hallucinant, quoi, je veux dire. Et Ouais, puis, mais ça justifie quelque part que la technologie permet de créer un clone, tu vois. Tu te dis, ah, il a fallu quand même plusieurs années avant qu'on puisse créer des clones. Enfin, si on cherche forcément la petite bête, effectivement, ce alien a un problème scénaristique incroyable, hein, de toute façon. Mais de toute façon, dès que tu dis que Ripley est cloné, hmm. c'est mort, tu vois, tu jettes le film. Non, meurt. Et pourtant, bon, bah, il faut l'accepter. Il fallait de toute façon trouver une idée, hein. Et le problème, c'est que faire revenir Ripley, il n'y avait pas d'autre moyen à part. Bah, en fait, les flammes l'ont pas brûlé parce que l'alien l'a protégé grâce à son corps. Non, je pense que ça n'aurait pas fonctionné, Bon, tu vois. après, peut-être qu'ils ont retrouvé de l'ADN. Je sais plus comment ils expliquent comment l'ADN a été utilisé, mais peut-être qu'ils ont Maintenant, ils ont utilisé. récolté du sang. Apparemment, Ah, d'accord, ils ont ouais, trouvé ils ont du pris du sang. sang de. Ou alors peut-être qu'ils en avaient gardé, parce que justement, quand ils l'ont sauvé, enfin, quand ils l'ont récupéré dans Aliens, peut-être qu'ils ont récupéré de son sang, ils l'ont gardé de côté. Ils l'ont étudié pour justement voir s'il y avait eu contact avec l'alien, parce que c'est ce genre de conneries qui arrive en général, hein. Dès que tu es proche d'un truc qui n'est pas connu, on fait des tests, on surveille, donc certainement qu'ils ont récolté de son sang, ils l'ont gardé de côté, ils se sont dit on ne sait jamais s'il y a un cinquième film, un quatrième, un sixième, un 33e, ben, on pourra sortir Ripley à nouveau. Ouais. Non, mais ce qui gâche vraiment le film, hein, ils appellent ça le newborn, là, le nouvel alien, le nouveau-né, là. Ah, c'est vrai qu'il est Non, mais dégueulasse. ça nique tout le film parce que il l'appelle maman, là, à travers la vitre, je sais pas Mais quoi. Enfin, c'est débile. ouais, mais en fait, c'est parce que c'est ce qu'a voulu essayer de faire Ridley Scott avec Prometheus, c'est d'expliquer qu'en fait, l'alien
par rapport à son mode de contamination, quelque part, donc le facehugger et tout ça, l'alien est différent en fait. Et donc là, quelque part, il est né de manière presque comme si Ripley avait forniqué avec un alien, et du coup, on a un hybride, on a un mélange entre un véritable être humain et un alien. Donc le fait est que l'alien peut techniquement parler, paraît logique en fait, tu vois, c'est un peu comme si on mélange de l'alien avec un prédateur, ça donne un prédalien, tu vois, c'est Hmm. ce jeu. Après, c'est vrai que c'est dégueulasse. Enfin, la créature est juste dégueulasse. Elle n'est pas belle à regarder, elle est immonde et elle mérite de mourir d'atroces souffrances. D'ailleurs, comment elle meurt comme une merde en se faisant aspirer par, Ouais. par le trou Ouais, du ouais. vaisseau avec un cri horrible. Hmm. Mais quelque part, c'est mérité, tu vois. Et donc, non, je suis pas si choqué que ça. Il y a une logique scénaristique qui est mal amenée, et ça, c'est une certitude. Ils ont voulu créer un nouveau film, ils ont voulu aller très vite, ils ont voulu donner naissance à un nouvel alien, mais encore une fois, ça nous explique potentiellement comment on peut donner naissance à un alien hybride avec un humain. Ça donne une créature encore peut-être plus intelligente, voire peut-être un peu plus conne au final. Ouais, bah, c'est ça. Non, mais c'est un film qui a été vraiment boudé, hein, je me souviens, par les vrais fans, parce que déjà avec le 3, on en avait un peu marre, mais alors le 4, c'est... Moi, les premières fois que je l'ai vu, le 4, je crois que c'était en DVD ou sur Canal+, longtemps après, 2 ans après, un truc comme ça, ou un an après, mais franchement, ça m'a pas du tout... j'ai fait, tiens, il y a un nouvel Alien, ok, bah c'est quoi? Après, quand j'ai vu la tête à Ripley, je me suis dit, oh là là, bon, attends, il y a un truc que j'ai raté sûrement quelque part dans les précédents Aliens. Et puis quand tu vois la première scène du film, là où elle joue au basket, je sais pas quoi, là, oh non, mais c'est pas possible, attends. Qui sera après repris plus tard dans Prometheus. Ouais, non, mais franchement, non, mais voilà quoi. J'ai pas de mots en fait, parce que ce film-là, pour moi, c'est un film jeu vidéo, c'est un film popcorn, c'est un film pour le merchandising, c'est Oui, non, un. mais c'est un film qui existe parce que la saga a cartonné, qui voulait faire de l'argent, donc ils ont fait encore une suite. Et la preuve, après, on a fait encore des suites. Je peux comprendre qu'on peut le détester. Pour moi, c'est pas une merde monumentale. Ce n'est pas l'Alien qu'on aurait souhaité, puisqu'encore une fois, on aime bien le côté horrifique, le côté dangereux. Mais le souci, c'est que de toute façon, à partir d'Aliens, c'était compliqué. Bon, après, on te parle de Reine d'Alien, on te parle. En fait, on te parle plus vraiment Alien. En fait, quelque part, on n'arrive plus à vraiment te faire peur avec cette créature. Et c'est normal, parce que une fois que tu sais comment elles fonctionnent, tu sais que si elles sont nombreuses, certes, elles sont dangereuses, mais tu sais quand même, encore une fois, comment ça fonctionne. T'es plus vraiment surpris. Et c'est très difficile. C'est pour ça que ils ont essayé après de modifier son génome par le biais de nouvelles évolutions, donc avec le prédalien, avec maintenant cet alien hybride être humain. C'est compliqué. Au final, l'alien ne faisait plus vraiment peur, il ne faisait plus rêver. Donc ils ont essayé de le prendre autrement. Ça veut dire en gros, maintenant l'alien, on sait ce que c'est, on va essayer d'en tirer le meilleur parti. Et on a un film acceptable. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas une grosse merde non plus, hein, parce que si vous voulez une grosse merde, regardez Alien Covenant. Je suis désolé, lui c'est une grosse merde. Alors que là, ça va, c'est passable. Franchement, je sais pas pour voilà vanter les mérites d'un autre vidéaste, mais regardez pourquoi vous avez raison et vous avez tort de Durandal, et il fait un très beau résumé de la saga Alien, et franchement, il arrive à plus ou moins sauver Alien Resurrection d'une bonne manière, parce qu'il en parle beaucoup mieux, il arrive à mieux s'exprimer, il a de très bons arguments, parce que je trouve que c'est un bon film, tu vois. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est clair, c'est pas le film Alien qui fait peur, c'est le film Alien à popcorn. Ouais, et puis ils avaient pris quand même Jean-Pierre Jeunet, là, le réalisateur français, pour son style qu'il avait utilisé Oui. au niveau des caméras, etc. avec Des couleurs aussi, là, les des couleurs couleurs, très, ouais, terne, très particulières. ouais, voilà, voilà. Très jaune et tout. Et puis il aime bien les acteurs, comme j'ai dit, un petit peu à la gueule cassée. C'est pour ça qu'il y a le petit là. Désolé hein, pour lui. Je sais plus comment il s'appelle, mais il revient souvent d'ailleurs dans son travail, dans ses différents films. Et voilà, on peut quand même saluer que un réalisateur français a tourné, enfin, il a réalisé un film, un gros blockbuster américain d'une saga mythique qui cartonnait, et il a réalisé un film Alien. Et il l'a plutôt bien fait, parce que, encore une fois, certainement que le scénario ne vient pas de lui, hein. On lui a pondu un scénario et on lui a dit, tiens, tu filmes ça, s'il te plaît. Il a dû faire avec, et je trouve qu'au niveau de la réalisation,
il s'en sort très bien. Il arrive à sublimer la créature, il arrive à donner quelques scènes avec de la tension, comme par exemple où on voit le petit sur son fauteuil roulant en train d'essayer de monter son fusil Ah, à pompe c'est là. ridicule ça. C'est- Ouais, c'est ridicule. Ouais, mais ça monte un peu de tension. Ouais, mais je trouve que pour un scénario qui est écrit quand même sur une feuille de PQ, il arrive à sublimer le film. Et tu vois, c'est ça qu'on peut saluer. C'est toujours difficile pour un réalisateur de sauver un film quand t'as pas de scénario, tu vois, quand il n'y a pas d'histoire. Et pourtant, Jean-Pierre arrive à le faire, tu vois, avec un scénario qui est pas acceptable pour beaucoup de monde, qui est boudé pour une grande partie de la communauté des fans d'Alien, certainement, mais il a réussi à faire son job, tu vois. Et ça, pour ça, je le salue. Bah écoute, est-ce que tu veux parler directement de Prometheus directement Alors, je pour me conclure, lève. pour conclure. Ah, est-ce que c'est le moment où je dois picoler énormément pour en parler? Non, mais je pense que de toute façon, on en a parlé malheureusement tout le long de cette vidéo et de ce Ouais. podcast. Voilà, Prometheus était une promesse. Oh putain, le jeu de mots, on en est là. Ridley Scott avait promis de revenir ce qui faisait enfin, oui, le sublime d'Alien, avec le premier Alien, avec les amours d'Alien. Il nous a promis de répondre à certaines questions. Donc, qu'est-ce que foutait ce putain de vaisseau avec autant d'œufs? Est-ce que c'est une création ou voilà? Après, on a compris qu'il est parti dans un trip en mode finalement, on a des gens qui nous ont créé, des créatures finalement pas plus intelligentes que nous parce qu'elles ont créé quelque chose d'encore plus dangereux que nous. Hein. Parce qu'en fait, il faut savoir quand même que le liquide noir qui permet de donner vie finalement à des créatures, c'est un être vivant. Alors ça, c'est une théorie, mais ça c'est plutôt, enfin ça reste plutôt logique. C'est un être vivant qui est capable de se mouvoir et de se modifier au besoin. Ça veut dire qu'il peut se transformer en liquide, il peut se transformer en sport, il peut justement se déplacer de lui-même pour atteindre des parties du corps, par exemple l'oreille d'un tel mec, ou voilà. C'est quelque chose d'intelligent, et suivant son mode de contamination, va pouvoir prendre le contrôle de son hôte en transformant celui-ci en zombie, ou au contraire en donnant directement naissance à un facehugger, pardon, à un alien ou à une espèce d'alien. Si c'est un ver, ben, ça va devenir un ver zizi. Enfin voilà, ça prend plein de formes. Mais il est sûr d'une chose, c'est qu'au final, Ridley Scott nous a montré comment est né plus ou moins en fait les facehuggers, donc ces fameux œufs à la fin dans Alien Covenant avec le robot, là je me rappelle plus, mi-couille sur ton front quoi. C'est lui qui donne vie à l'alien, et quand tu vois le premier alien sortir du corps du mec, il est en croix en mode Jésus. Ah, là, tu atteins des niveaux de médiocrité. Ridley Scott ne sait pas bien écrire. Ridley Scott, c'est crotté littéralement. On peut apprécier Alien Covenant. Je sais qu'il y en a qui arrivent à l'apprécier. Je vous salue si vous nous écoutez. Vous me fascinez bien plus que ces films. Euh, Maintenant, je pense que la licence est morte pour l'instant. Maintenant, l'appât du gain fait qu'elle peut revenir. J'ai peur. Par contre, il est sûr d'une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, Ridley Scott a tellement pourri les deux derniers aliens qu'il y a peu de chances que ça soit lui à la réalisation. Je Ouais. l'espère en tout cas. Ouais. Non, Je mais croise les doigts. il y a eu tellement d'Alien vs Predator que je pense que dans la surenchère là, du nanar, on peut y aller, on peut continuer Ouais, avec. mais tu vois, là encore une fois, je peux comprendre qu'il y en a qui soient déçus de ne pas retrouver ce qu'ils ont trouvé avec le premier Alien. Et encore une fois, c'est une évolution totalement logique de proposer quelque chose d'un peu plus explosif, d'un peu plus côté action. Tu proposes Predator, tu proposes Alien, les deux se mélangent, forcément, tu as un côté plus explosif et tu es obligé de créer quelque chose qui, comme tu dis, un peu nanardesque, mais en même temps, ça ne dérange pas parce qu'on retrouve les aliens, on retrouve le côté chasseur et tout. D'un côté, on a les prédateurs qui sont eux-mêmes des chasseurs et qui, à la base, veulent surtout se battre contre quelque chose de plus dangereux qu'eux. Et là, ils vont tomber sur un pré d'alien et tout. Enfin, franchement, je trouve que l'histoire d'Alien versus Predator, elle révolutionne pas le genre, c'est pas un truc de fou, mais ça fonctionne bien. Alors, certes, le premier Alien versus Predator, la fin avec, désolé, la noire, là, je me rappelle pas de l'actrice, qui est la seule survivante et qui va aider le Predator à tuer la reine alien. Ok, on part dans un trip, mais justement, putain, je trouve ça génial. On voit une reine alien, on voit un Predator se battre, et là, t'as le petit être humain avec une vieille lance moisie qui essaye de l'aider tant bien que mal. Ouais. C'est ridicule,
mais en même temps, ça montre aussi que malheureusement, les aliens et les prédateurs sont au-dessus de nous, technologiquement parlant, et ben, en matière de cruauté, en matière bestiale, ils sont supérieurs à nous. S'ils veulent nous retourner, ils nous retournent. On ne peut absolument rien faire. Même si techniquement, je pense qu'un char d'assaut versus un alien, on lui roule dessus et fin de l'histoire. Mais bon, après, ça, c'est qu'une hypothèse. Ouais, il faut encore lui rouler dessus, quoi. C'est ça le Ouais, problème. bah tu lui tiens un obus dans le fion, crois-moi que l'alien il explose. Alors certes, il crache tout son acide partout, mais tu lui as explosé le cul. Ouais. Non, mais moi, comment dire, Alien Covenant, hein, tellement j'ai pas aimé ce film-là. Alors, moi j'avais une théorie à l'époque, c'est-à-dire que au cinéma, il y a certains films à Hollywood, tu le ressens, qu'ils ont commencé le film d'une bonne manière pendant 20 minutes et puis après ça part dans du n'importe quoi. Alors autant pour Annabelle et je ne sais quoi, euh, les Aliens, les Predators, etc. Les séries à part, hein, je parle pas du Alien Mhm. versus, c'est devenu du n'importe quoi ce qu'ils nous ont servi. Quand tu vois Alien Covenant, moi, à un moment donné, j'ai décroché. Alors, le début du film avec l'espèce d'androïde qui joue du piano, je sais pas quoi. Bon, ok, je peux accepter, c'est le début du film, c'est posé. Je me dis, ah, ok, il pose l'intrigue et tout, ok, on se calme, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis après, tu vois des blaireaux dans l'espace, pour pas appeler ça autrement. Les mecs, ils entendent une musique country qui vient de je ne sais où, là, d'une planète. Ils disent, allez, ok, on va y aller, on descend. Alors déjà, c'est encore un mini copier-coller du premier film, mais très mal écrit, mais très mal réalisé, parce que les scènes sont coupées au hachoir. T'as un mec hyper important qui meurt dès le début du film. Enfin bon, c'est au niveau des caissons de sommeil là. Ah oui, Euh, oui, c'est oui. ouais, enfin Le bon, capitaine, c'était ouais, le voilà, capitaine et il c'est meurt comme une comme merde. une merde Et là, voilà. je crois que c'est James Franco qui incarnait le personnage. D'ailleurs, quand tu le vois dans le caisson, t'es pas sûr que c'est lui. Et c'est après, quand tu vois une photo en train d'escalader une montagne, tu fais ah, c'était cet acteur qui a joué Ouais, 3 minutes, un mec endormi qui a pris feu. ouais, C'est pas ouais. mal. Il a dû être sacrément bien payé pour ce rôle. Là, c'est même pas des personnages clichés, quoi. C'est des personnages pires que clichés. C'est de la bande dessinée, mais bas de gamme. Et par contre, après, les scènes d'action sont bien réalisées, je trouve. Au moment donné où ils arrivent sur la planète pour faire leur inspection, ils regardent. Bon, mis à part qu'ils aient pas de casque et Ah oui. ils respirent l'air tranquille, sans problème. Et que quand tu sais que tu fais une mission sur une planète inconnue, la première chose quand même, c'est de se protéger. Mais bon, c'est des trous du cul dans l'âme, hein, les mecs. Ils méritent de mourir dès les premières secondes du film, tous, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Ouais, Autant mais celle qui fait c'est exploser la citerne du vaisseau aussi, là. Enfin, bon, enfin, c'est ce qui m'attriste dans cette histoire, c'est que ça montre des êtres humains, ça a été fait par des êtres humains, et quelque part, je suis persuadé, et j'en suis sûr à 2000%, que s'il y avait des êtres humains, ils auraient agi de la même manière. On rigole, on se dit, ouais, les scientifiques, des mecs très intelligents, ils auraient gardé leur casque. Tu parles, au bout d'un moment, il y a un connard qui se serait dit, oh, j'en ai plein le cul, ça sent la chaussette là-dedans, il retire son casque. Oh tiens, je suis sur une planète inconnue, je ne sais pas comment va réagir mon environnement, je vais fumer une clope, j'en suis sûr à 100%. On est des êtres humains, on crée des films à notre image quelque part. Alors je dis pas tous les êtres humains, je dis pas tous ceux qui nous écoutent, mais il y en a une grande partie qui aurait agi aussi connement. Oh écoutez, on entend une musique d'une planète totalement inconnue qui risque de nous faire prendre des risques alors qu'on peut atteindre une planète sûre où on sait qu'on va vivre harmonieusement. Qu'est-ce qu'on fait? Oh j'aime bien cette musique et puis j'ai la flemme de me réendormir. Bon j'avoue que ça a été le truc qui m'a tué et d'ailleurs beaucoup de gens le disaient. Attends les mecs ils se plaignent de se réendormir, ils ont même pas conscience qu'ils dorment. Qu'est-ce que ça c'est quoi ce ah, Ouais. bon, voilà, tu vois, ça s'arrachait les cheveux, hein. Ah, mais pire que les cheveux. Non, Mais bon, c'est mais bien être humain, quoi. Tu vois des êtres humains, et c'est ce qui m'attriste, c'est que je sais qu'il y en a beaucoup qui feraient pareil. Ça a pleuré, quoi. pour moi, c'est comme s'ils avaient, tu vois, dans les films précédents, encore, les mercenaires, etc., les chasseurs de primes, que tu vois dans Alien Resurrection, c'est des gens qui connaissent bien leur métier, qui sont professionnels, même si c'est des gens que tu sens qui ont pas fait d'études ou je ne sais quoi, qui sont pas scientifiques. Mais là, les mecs, ils sont chargés d'une mission importante. T'as l'impression que c'est les ch'tis à Ibiza qui ont envoyés dans l'espace, quoi. Les mecs, c'est pas possible, quoi. Et à un moment donné, voilà,
tous ses potes qui se sont fait buter, l'autre connasse là, elle va prendre une douche là, à la fin du film, et bah obligée, elle se fait trucider quoi. Ça ressemble Mais est-ce que vraiment. tu n'aurais pas fait pareil, menteur? Bah, Non t'aurais fait mais. pareil, t'aurais pris Est-ce que. ta douche, t'aurais même pris un bain, toi. Attends, mais est-ce que c'est pas le cliché type du teen movie à la scary movie? Même pas le massacre à la tronçonneuse, hein. Moi je parle carrément du scary movie, la parodie du film d'horreur, où t'as la meuf qui se dit ah bah c'est cool, je suis tranquille maintenant. Juste avant, il y a six de ses potes qui se sont fait coup de décapité, embrochés et je ne sais quoi. Elle est tranquille, elle a oublié. Soit elle a un cerveau de Mais poisson rouge, mais il y a rien de cohérent dans ce film. C'est une succession de scènes d'action et puis à la fin du film, l'autre qui fait un cliché là, comme replay avec son lance-flamme là dans les couloirs du vaisseau. Enfin, alors, le pire, ça a été la scène où on voit les deux robots donc, qui se battent alors qu'ils oh se là là ressemblent. là Et là, t'en as un qui tombe et t'as la caméra qui zoome bien sur le couteau. Et là, tu vois le robot sortir. Enfin voilà. Et à aucun moment, tu te dis, ah, est-ce que c'est pas le méchant robot là par hasard qui a survécu? Hein, un clin d'œil, clin d'œil. Ridley, est-ce que tu nous est-ce que tu essaies pas de nous cacher la vérité? Ah, voilà. En fait, c'est que vraiment, Ridley a pas été bon. Il a été très mauvais. Il se sentait plus pissé. Et malheureusement, tu vois, le coup de la meuf qui va prendre sa douche, mais en même temps, si tu lui fais pas prendre sa douche, elle va rester avec tout le monde. Et si tout le monde reste ensemble, l'alien ne va pas tuer qui que ce soit. Enfin, en tout cas, s'il tue tout le monde en même temps, il n'y a pas de film, tu vois. Donc, il faut donner un prétexte. Et c'est en fait, tout ce film est un prétexte à du n'importe quoi, à des scènes qui n'ont aucun sens, à une technologie qui fonctionne pas forcément. Par exemple, tu vois, le mec dans son casque, il capte un son qui vient d'une planète au bout de milliards d'années, alors que le vaisseau a des super antennes et n'a rien capté, tu vois. oui, Ça, oui, ça ah n'a oui. aucun sens. Non, mais voilà, tu vois, c'est des prétextes sur prétextes. Il n'y a aucune logique, Purée, il n'y a ça. aucune cohérence. Tu ne sais pas comment ces œufs d'aliens sont arrivés, tu ne sais même pas, parce que normalement, s'il y a des œufs, ça veut dire qu'il y a une reine alien, sauf qu'il n'y a pas eu de reine alien, donc comment il y a eu des œufs? Oh, et au bout d'un moment, tu abandonnes parce que tu t'en fous. Et comme à la fin où tu vois le robot régurgiter des petits œufs de facehugger en mode embryon qui posent dans les embryons qui vont être posés enfin, entre, voilà, Ouais. utilisés pour les femmes et pour pouvoir procréer. Et là, il y aura des facehuggers. Bon, après, ça te donne un ordre d'idée. C'est qu'en gros, il a trouvé un système pour créer des facehuggers et donc créer des œufs. Mais tu vois, il n'y a aucune explication, il n'y a aucune logique. Et c'est pas un bon film. Prometheus, c'est un poil meilleur que Alien Covenant. Je préfère largement le regarder. Mais aujourd'hui, c'est des épisodes de trop. Et en même temps, de toute façon, c'est toujours le même problème. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu as fait déjà 4 films, il y en a qui aiment pas le 3, il y en a qui aiment pas le 4, mais déjà, c'est des épisodes un peu moyens. Déjà, tu te dis, est-ce que c'est pas le moment de dire juste stop? Eh ben non, parce que l'argent fait qu'on en veut un peu plus. Et regarde la saga Terminator, regarde la saga Rambo, à chaque fois, ah putain, c'est trop, quoi, c'est un peu chiant, merde, parce que j'ai l'impression que dans le cinéma, on n'arrive pas à se renouveler et on est obligé de sortir de vieilles licences histoire de se faire un peu d'argent, histoire de dire, ah, regardez, on sait faire des films. Ouais, mais tu utilises les mêmes trucs qu'habituellement, c'est toujours la même chose, ça fait plus rêver, quoi. Donc on se lasse, malheureusement. Faire de l'argent facile avec des licences. Mais tu Ouais, vois, dis-toi un hein. truc, c'est que si t'enlèves Schwarzenegger de Terminator, ça fera un flop le prochain. C'est comme Men in Black, t'as enlevé Will Smith et ça a été un flop total, Men in Black International. Ouais, mais il était pas mauvais, tu vois. Il était presque plus agréable que le dernier Terminator. À choisir, hein, si je dois faire des choix, hein. Si tu Mais non, compares les vraiment. genres après. Ouais, non, mais tu te dis, quitte à regarder un truc, est-ce que je préfère me marrer 2 secondes ou est-ce que je préfère me faire chier devant un truc que j'ai déjà vu? Ah, tu vois, le choix est vite fait, hein, sachant que bon, voilà, on paye quand même presque, ça dépend des endroits, mais 10 euros la place de ciné, t'as envie de passer un bon moment. Ok, tu te dis par nostalgie, un bon vieux Terminator ou Alien, hein, je les ai vus, hein, Prometheus et Alien Covenant, je les ai vus au cinéma parce que il y avait une part de moi qui aime la saga. J'avais un peu d'espoir parce que Ridley Scott a promis mondes et merveilles, mais je sentais que le vieux bougre m'avait enfilé sa main, sa tête et tout son corps dans mon fion. Mais j'y croyais, tu vois. Et petit à petit, mon âme a quitté mon corps devant ces 2 films, quoi. Ouais. Non mais je pense que de toute manière, si tu veux refaire des films aliens, il faut repartir dans un nouveau concept hors de Prometheus parce que vu que l'explication a été complètement foirée, il faut qu'ils repartent. Moi, j'avais entendu à un moment donné qu'ils voulaient faire ce qui se passe entre Aliens le 2 et le 3.
au niveau de l'espace rajouté, si tu veux, Hmm. à un moment donné, l'explication par rapport au... Un Pourquoi espèce il y a de... la reine alien et tout? Plus par rapport à comment en fait l'alien a intégré le vaisseau de secours et Ah, comment en fait le voyage s'est déroulé pendant ouais, le enfin. sommeil. Mais est-ce que c'est exploitable après? C'est toujours Ouais, pareil. enfin, tu vas voir un alien dans un truc en mode, tu sais, en train de roupiller ou à la limite en train de jouer avec sa couette le temps qu'il atterrisse. Oh, je sais pas si ça va être ultra passionnant, hein. Ouais, mais bon, il faut repartir soit dans un préquel ou alors... À ah, laisser. Là, c'est tranquille. mais non, mais là, tu vois, s'ils me ressortent Alien Covenant numéro 2, ce que je vois gros comme une maison, quoi, ils vont appeler... Après, Covenant, c'est le nom du vaisseau, c'est ça, je crois. Ouais, Donc, enfin, oui. ça sera pas Covenant. Mais je veux dire, ils feront une suite à Covenant, à mon avis. Et ils sont pratiquement obligés parce que... Enfin, pratiquement obligés. Ob- Je sais pas obligé si c'est le terme, mais dans la En fait, facilité, tu sais, la facilité, ouais, voilà. ben, ça dépend en fait des chiffres qu'a rapporté Prometheus et Alien Covenant. Et le souci, c'est qu'on le veuille ou non, ces cons de films ont rapporté beaucoup d'argent. Peut-être pas autant, je crois qu'ils ont rapporté quand même pas mal en fait, hein. Et ça permet de se dire, oh, allez, encore un petit épisode, oh, allez, vas-y. Mais de toute façon, il faut bien expliquer finalement pourquoi il y avait cette encre noire là. Est-ce que ça permettait d'écrire? Est-ce que c'est peut-être pas l'encre pour nos premiers stylos? Ils vont trouver un truc, tu vois, la noix, mais ils vont trouver une idée. Mais je l'espère du fond du cœur qu'on décide de laisser tomber. C'est bon, on a chié sur la licence, on peut pas la laisser un poil tranquille. Pourquoi pas faire pas un film remasterisé du premier, mais essayer de remettre à la limite en valeur les premiers films avec une meilleure image, ou voilà, je ne sais pas. Ou alors tout simplement dire, écoutez, vous voulez voir du très bon Alien, regardez les premiers, ils sont encore regardables aujourd'hui, ils sont très très bien. Effectivement, pour la jeune génération, et ça c'est un vrai souci, c'est qu'ils sont habitués à des films à jumpscare, donc c'est vrai que les premiers Aliens, ils vont être là devant en mode, mais ça fait peur ou c'est qui s'y fait peur là-dedans? Il se passe rien, c'est pas possible. On m'a menti. C'est un film comique, un film dramatique, tu vois, Mm. c'est sûr, ils vont se poser cette question. C'est un film qui est encore acceptable, qui, pour la jeune génération, est peut-être plus compliqué, mais c'est bon, il faut arrêter. Moi, je pense qu'il faut arrêter de cracher sur cette licence. Il y en a marre, quoi. Enfin, je l'espère, mais on sait jamais, hein, Non, mais ils ont bien craché sur la licence de Predator en faisant des chiens avec des locks. Moi, je pense qu'on va Parle pas de atterrir. Predator, Non, putain, mais s'il te plaît. on va y arriver avec des humains comme ils ont failli faire avec le newborn là dans Alien Resurrection. Le chien qui pète, Le... quoi. Non, mais on va y arriver avec des humains. L'alien va redevenir humain petit à petit dans les prochains trucs si ça se trouve. Et tu vois, ça va être... Mais bon, hein, j'ai même pas envie de dépenser. Moi, je sais que Non. j'irai pas, je boycotterai, j'irai pas. Mais comme tu as dit, hein, Prometheus a ramassé 403 millions de dollars dans le monde entier. C'est quand tu vois que le premier Alien a récolté combien 75 millions de dollars, je crois, pour 11 millions de production. Ouais, enfin 75, mais après, il faut compter les années à venir, enfin les années Oui, suivantes avec voilà, la vente des DVD. sur la première Ça a année, voilà. rapporté. Voilà. Oui, oui, ça a première année d'exploitation, c'est pas énorme, alors que oui, Prometheus, c'est affreux. Les chiffres sont affreux. C'est Oui, pas oui, mérité, oui, mais, c'est mais pas ouais, non, mérité. mais tu vois, pour Prometheus, à la limite, on peut pardonner ces chiffres parce que beaucoup de personnes comme moi, comme toi, ou comme tous ceux qui vont nous écouter ou nous écoutent actuellement, ont espéré, tu vois, se sont dit, ok, le retour d'Alien, ok, des réponses, on y va, tu vois, et on s'est tous fait pigeonner. Sauf qu'après, il y a encore des cons comme moi qui se sont dit, ah, Alien Covenant, j'y vais, pourquoi? Pourquoi j'ai payé? Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû me renseigner sur les acteurs qui jouaient dans ce film. Parce que je pense que là, l'erreur qu'a fait Ridley Scott, c'est de prendre des acteurs plus ou moins confirmés et anciens qui ont joué un peu sur leur vécu et qui n'ont pas forcément interprété un rôle de. Alors, est-ce qu'on leur a demandé de jouer comme dans un nanar? J'en sais rien. C'est peut-être possible de grossir leur texte, de Ah, grossir mais leur. leur personnage a été choisi, a été réfléchi, hein. Si on leur a demandé de jouer comme des pieds, ils ont joué comme des pieds. Je dis pas que c'est des acteurs exceptionnels qui n'auraient quand même pas joué finalement comme des pieds, Hmm. mais ça a été voulu. Après, je reproche
rien aux acteurs. Les acteurs, on leur a dit tu dois faire ça, t'as ce dialogue-là, ils ferment leur gueule et ils acceptent. De toute façon, ils ont un chèque à la fin du mois. Ils s'en bat les couilles, hein. Au final, que ça soit un échec ou que ça soit une réussite, ils seront payés quoi qu'il arrive. Donc ils sont pas responsables. Le responsable, c'est le réalisateur et bien sûr les scénaristes, mais le réalisateur a accepté ce scénario de merde. Donc Ridley Scott est responsable à 100% de cette daube. Mais de toute façon, dans ce film-là, contrairement à certains films de la série, tous les acteurs sont vraiment mis en troisième plan là, parce que y a le premier plan de connaître ce qui s'est passé avec les ingénieurs, et t'as les aliens aussi juste derrière, et en troisième plan, bah, les mercenaires, etc. C'est vraiment, ils servent seulement d'appât et de boucherie pour les aliens, pour combler un peu l'histoire. Mais ils servent concrètement à rien. Si tu commences l'histoire avec les ingénieurs et le mec là qui fait des clones et qui balance des fumigènes dans la prairie pour écarter les aliens quand ils passent ou je sais pas quoi, bah, t'as même pas besoin des mercenaires dans l'histoire quand tu y réfléchis qui atterrissent sur la planète, mis à part qu'ils servent d'appart, c'est un lapsus, mais tu vois, Mhm. de cocon en fait pour recevoir les œufs, mais ils servent à rien du tout, quoi. C'est des gens en fait, t'as pas besoin d'eux dans l'histoire pour expliquer, Bah, comme dans Prometheus, hein, d'ailleurs, si tu regardes dans Prometheus, t'as plein d'acteurs qui apparaissent une fois, tu les as ouais, jamais vus dans le film, et ouais, ils voilà, disparaissent. ouais, voilà, Il était où, Jackie? Il était pas là, je sais ouais. pas. D'accord. Ah oui, bien sûr que c'est des prétextes. Et Est-ce que la scène dans Prometheus qui n'a pas foutu en l'air 90% du film, c'est là le dindon qui court tout droit avant de se faire écraser par le vaisseau qui roule, au lieu de tourner à gauche, elle continue ah à ouais, courir tout droit, le dindon suprême, quoi. Mais c'est, tu vois, la blondasse de base. ah mais bien sûr, mais tu vois, c'est ça qui est en plus triste, c'est qu'on fait jouer là sur Prometheus, il y avait quand même de très gros acteurs et on a décidé de leur faire jouer des trucs totalement mais enfin ça aurait été inacceptable pour ce type de film, tu peux pas dire attends mon personnage, il va courir en ligne droite alors que le vaisseau part en ligne droite. Vous Imagine, êtes sûr? imagine Bruce Willis dans Die Hard. Dans Die Hard qui a ce genre de réaction. C'est-à-dire, on va dire un truc tout con, mais qu'est-ce qui se passe dans Die Hard qui pourrait être. Ah, je sais pas moi. Bah, il voit une bagnole lui foncer dessus et Il au bouge lieu de pas. sauter Il sur le bouge pas. côté, ouais, voilà, il la regarde, il fait je vais avec mon regard la faire ralentir. Ah non, ça marche pas. Au bout de 15 minutes, fin du film, tu sais, le film est terminé. Les Allemands, ils ont fait exploser le bâtiment. Il n'y a plus personne. Non mais. Non, mais le pire, c'est que c'est un film qui est tourné autour d'un protagoniste, et je me rappelle du nom de l'acteur, mais pas de son personnage, mais c'est l'androïde incarné par Fassbender, Ouais, ouais, l'acteur, ouais. et le film est tourné autour de lui, et uniquement de lui, que ça soit Prometheus et Alien Covenant, puisque c'est à cause de lui que dans Prometheus, il arrive toutes les merdes, c'est à cause de lui que dans Covenant, il arrive toutes les merdes, c'est Fassbender, Fassbender, Fassbender. À croire que le film était fait pour qu'il ait peut-être un Oscar, je sais pas. Le problème est que c'est que son personnage est chiant comme la mort, son jeu est chiant comme la mort. Après, je sais qu'on lui a demandé de jouer comme ça, mais c'est d'une tristesse sans fond, quoi, ce film. Enfin, ces films, pardon. J'ai envie de croire que c'était un ancien ultra supporter du PSG. Mais non, mais en plus, Fassbender, Avec ses fumigènes qui balancent là, tu sais. mais non, mais non, mais en plus, c'est un bon acteur. Il a joué, ben, c'est lui Ah qui là là. incarne Magneto dans les derniers X-Men. C'est un acteur qui est bon, tu vois. Mais c'est juste que le film est centré autour de lui pour je ne sais quelle raison, alors que dans les aliens, les androïdes servent de prétexte à créer de la merde en plus, sont potentiellement dangereux, mais en même temps, je sais plus dans quel alien, avec la meuf, là, la meuf robot, pardon, elle est plutôt sympathique et tout. Enfin, tu vois, il y a un jeu dessus, mais c'est pas le personnage principal. Alors que là, ah bah si, c'est lui, Fassbender, Fassbender, Fassbender. Ouais, non, mais fasse mes couilles, quoi, j'en ai marre. Mais Enfin bon, bref. à un moment donné, tu sais, je m'attendais à voir Luke Skywalker, hein, tu sais, quand il arrive avec son espèce de poncho là sur sa. Non, son- moi, tu sais ce que j'ai cru à un moment, c'est que t'as Ridley Scott qui apparaît dans le film, tu sais, à un moment, qui regarde la caméra et qui fait, et alors, vous kiffez ma blague, et qui se casse, tu sais, avec son café à la main et sa grosse lasse de billets, tu sais, en mode, ouais, voilà, je m'en fous plein les poches et je suis là devant vous, je suis en train de casser l'histoire, mais je m'en bats les couilles, merci pour votre argent, je vous dis au prochain film, hein, bisous, bisous partout, hein. Tu vois, un truc comme ça, j'aurais tellement ri. Ri.
Mais je pense qu'il était pas loin de la vérité, hein, parce que on lui a demandé de faire un film et je pense qu'il n'était pas forcément motivé. Et quand tu vois la réalisation, quand tu vois le... Non mais, Ridley Scott, non pas mais motivé. il était motivé. Moi je pense que Ouais. à l'âge qu'il a par rapport au premier Alien qu'il a fait, qui était dans les années 70, je pense que maintenant, il a plus vu le côté pécunier que le côté artiste, parce que pour lui, comme tu dis, son vrai Alien, son vrai chef-d'œuvre, c'est le premier Alien qu'il a réalisé. Et là, il fait du fan service, là, faut pas être naïf. Et Bah, il fait du fan service, oui et non. En même temps, bah, c'est pas méchant. Ridley Scott a réalisé beaucoup de films, mais quand tu parles de Ridley Scott, très souvent tu dis Alien, tu vois. C'est le premier film qui te vient en tête. Tu vas pas parler d'autre chose. Après, forcément, il y a les autres gros films, hein. Blade Runner, je crois que c'est lui qui l'a réalisé, si je dis pas de conneries. Il a fait d'énormes films, hein, mais c'est très souvent le premier que tu penses, c'est Alien. Et le souci, c'est qu'il est lui-même se considère comme le père de Alien, celui qui a créé Alien. Sans lui, Alien n'existe pas. Donc, c'était lui qui se devait quelque part d'accepter une mission compliquée, de donner les origines à Alien. Le souci, c'est que, encore une fois, ben, papy, il commence à vieillir. Et certainement qu'il a fait des erreurs parce qu'il s'est dit, tiens, je vais partir dans ce délire-là, mais est-ce que ça va fonctionner et tout. Et puis au final, il s'est fait submerger par ce qu'il pensait, par ses idées. Et au final, il s'est contenté de dire, bon, écoute, au final, on va prendre l'histoire de Jésus, de Dieu, etc. Et puis on va en faire des ingénieurs. Voilà, merci pour le terme, parce qu'on avait dit Prométhéen, mais non, c'était des ingénieurs. Les ingénieurs, ils ont fait un liquide qui nous a donné la vie en se disloquant. Et donc, en gros, c'est grâce à lui qu'il y a des animaux et des humains. Les humains sont partis à la recherche des ingénieurs. Et au final, on a découvert que les ingénieurs ont créé les aliens. Et en même temps, ils ont donné la possibilité de peut-être nous exterminer, mais on ne sait pas la réponse. Si oui ou non, ils voulaient nous tuer, on n'en sait rien. Et puis, en même temps, qu'est-ce qu'on s'en branle, en fait. Au final, on s'en bat les couilles. ouais. Enfin voilà quoi, je Je pense pense qu'on peut qu'on... résumer à ça. Ouais, non mais ça, c'est certain qu'il faut rester sur les deux premiers aliens et peut-être le troisième aussi de temps en temps, mais... Le quatrième Ouais, aussi. arrête, Les arrête. Aliens versus Predator. Non, franchement, je vous jure, sincèrement, ils Non, sont mais pour le côté popcorn, mais le Ah, côté sérieux, on est très loin, mais hein. en même temps, est-ce qu'un film Alien a besoin d'être sérieux? Il peut être aussi popcorn. Ça fonctionne très bien tant qu'on respecte. Et c'est ça qui est important, c'est que on peut dire ce qu'on veut à Alien Resurrection et Alien versus Predator, ils respectent leurs matériaux de base. Ce que ne fait pas Covenant ni Prometheus. Tu vois la différence? Et tu peux les détester, mais au moins ils ont un respect par rapport à l'œuvre, par rapport à l'univers qui a été proposé depuis le premier Alien. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, mais bon, après, je suis pas Et du c'est tout pas ta fan. cam. Non, C'est pas ce que tu recherchais. c'est pas C'est du pas tout ce ce que que tu je recherchais. recherche parce qu'il n'y a pas assez d'intelligence. Il n'y a pas assez d'intelligence dans le scénario. C'est pas parce que tu vas mettre un alien et une armée de l'autre côté que forcément ça suffit. Pour moi, Je- c'est comme quand on te dit, tiens, on va mettre un Terminator et puis des femmes qui vont venir attaquer le Terminator ou l'inverse. Pour moi, ça suffit pas quoi. Il faut autre chose. Et puis rajouter des films d'action basiques à droite à gauche, pour moi ça suffit pas quoi. Et malheureusement Hollywood aujourd'hui c'est le profit, faire des films en 3 mois et puis faire du Oui, non fan mais service tous les ans. oui, je suis d'accord. Non, mais je comprends ton point de vue. Après, moi, je défends ces aliens-là et les aliens versus Predator parce que je les aime beaucoup. Euh, Tu pourrais aujourd'hui repayer pour aller vous revoir un Alien Resurrection par exemple. Bah, franchement, oui, si je pars dans le même mood que je suis parti dans les premiers Aliens, en mode ouais, on enchaîne les suites, effectivement, scénaristiquement, ça vole pas haut, mais franchement, si on me demande est-ce que je repayerai, avec plaisir, je pense que là, parce que je sais que très souvent dans des cinémas maintenant, ça se fait des sagas entières pendant plusieurs week-ends, enfin, tu vois, pendant Ouais. plusieurs jours, tu payes et t'enchaînes les films, franchement, il me passe Alien Résurrection, mais je paye avec grand plaisir. Je sais que je passerai un bon moment, je sais que c'est un des films que je regarde pas régulièrement, c'est pas une saga que je regarde très souvent, mais je sais qu'il fait partie des films que je regarde parce que bah, pour moi, c'est pas un mauvais film comme les Aliens versus Predator, hein. Les Aliens versus Predator, je les ai vus deux, trois fois, tu vois, Mhm. comparé par exemple au dernier Predator, enfin et même à l'avant-dernier Predator, qui eux, et je le dis sincèrement, sont littéralement des grosses merdes qui chient sur l'univers Predator. Alors tu vois, le premier Predator était très bon, le deuxième un peu moyen, mais encore une fois acceptable. Oui, oui. Ah oui,
c'est sûr, Mais c'est voilà, sûr. mais tu vois, mais pour dire que non, j'ai aucun souci avec Alien Resurrection. Mais après, par contre, ce que tu dis, tu vois, par rapport à l'approche qu'a voulu être Alien Resurrection ou les Aliens versus Predator, le côté un peu plus popcorn, un peu plus orienté action, peut te déranger. Et en soi, je le conçois très très bien. Mais pour moi, ça ne me pose aucun problème. Mais j'accepte ton point de vue parce que c'est totalement logique. Après tout, ton premier film, enfin le premier film Alien, c'était un film d'horreur à ambiance, tu vois. Le deuxième, on augmente la menace, mais on reste toujours quand même dans quelque chose d'un peu horrifique. Bah, tu voulais retrouver ça dans les suites. Mais comme je l'ai dit, au bout d'un moment, malheureusement, il y a une limite à ça. Qu'on le veuille ou non, dans les films d'horreur, c'est toujours problématique. Il y a une limite quand tu fais des suites. Et cette limite, c'est retrouvé à être obligé presque à proposer plus un film d'action, mais qui continue à être toujours un peu horrifique. Parce que je suis désolé, mais de voir un pré d'alien pondre des œufs dans des femmes enceintes, je trouve ça un peu dégueulasse quand même. Ah, ok, c'est plus dégueulasse qu'horrifique, même si ça, il y a un aspect horrifique, mais je trouve que ça fonctionne. Voilà. Bah écoute, si tu trouves que ça fonctionne. Ouais, Mais mais après, voilà, voilà. c'est les goûts et les couleurs, hein. Je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent qui seront pas d'accord avec moi, il y en a peut-être qui seront d'accord. Et, bah, en tout cas, sachez que on vous aime. C'est le Non, mais principal. de toute manière, Sauf si vous aimez Prometheus et Alien Covenant, on vous aime pas, hein. non, mais de toute manière, la génération d'aujourd'hui, je pense elle a une vision différente sur ces films parce qu'elle n'a pas connu forcément les deux premiers quand ils sont sortis au cinéma ou passés à la télé la première fois. Et je pense qu'ils sont plus nés avec, allez, pas du Prometheus, mais juste avant. Et puis ils ont vu les films en DVD et en Blu-ray en rattrapage. Eh, Et je pense pas oui. qu'il soit aussi peut-être. Après, il y a plein de gens qui ont critiqué Predator qui est sorti au cinéma récemment là, avec les chiens, C'est une grosse merde, mais ils sont allés le voir quand même. C'est ça qui m'inquiète, c'est que finalement parce que je suis fan. non mais les signaux que tu envoies à la production quand il y a 400 millions de dollars pour un Prometheus récolté, c'est comme Je si suis en fait fan. non mais c'est comme si le bouche à oreille n'avait pas fonctionné pour les gens les gens ont dû dire aux autres, bah écoutez, allez le voir, peut-être que ça vous plaira, Non, mais il n'y a pas eu d'avertissement clair et ah, net. Et parce que non, le attends. bouche à oreille, tu sais que tu peux avoir quand tu vas voir Ouais, non, mais un dernier Star Wars avec les derniers Jedi ou etc. Moi, je suis plus dans l'esprit de dire aux gens aussi, allez le voir, si peut-être ça vous plaira. Mais comme moi, je suis fan, moi, je serai pas objectif. Moi, ouais, mais voilà. Et c'est un non, peu mais je ça le suis problème. d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui on a Internet. Aujourd'hui, quand on parle d'un film, on a la possibilité de spoil sans le faire exprès. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, donc ils n'écoutent pas forcément les avertissements comme tu dis. Et je suis désolé, par exemple, pour le dernier Predator, une grande partie des gens disaient que c'était une grosse merde. Et les gens n'ont pas forcément écouté ces personnes-là parce que eux-mêmes, peut-être qu'ils sont fans de Predator, ou peut-être qu'ils ne connaissent pas Predator, ils se sont dit, bah tiens, pourquoi pas. Il y a plein de raisons qui fait que Predator a marché plus ou moins bien. Et malheureusement, ça arrivera toujours. Les derniers Star Wars, c'est la même chose. On peut juste regarder, par exemple, tu as vu le film Ça, là, il y a eu une version remasterisée avec beaucoup plus de violence. Là, il y a le Ça Ouais, chapitre 1 et Ça chapitre ouais. 2 qui sont sortis ces quelques dernières années. Sauf que si tu prends les premières versions, je suis désolé, mais moi je les ai regardées, je me suis endormi, je me suis fait chier. Et pourtant, j'ai demandé à mes parents, ils m'ont dit. Ah mais putain, mais quand c'est sorti à l'époque, mais qu'est-ce qu'on a flippé? Parce qu'il y a un contexte, parce qu'il y a une façon de voir les choses. Nous, aujourd'hui, on est habitué à des films à jumpscare. Donc, si tu proposes un film plutôt orienté ambiance, ça va peut-être moins marcher sur la jeune génération. Tu vois, il y a plein Ouais, de ouais. choses. Ah, c'est vrai. Et effectivement, comme tu dis, peut-être aussi, quand on est fan, on n'est peut-être pas toujours objectif. Je l'ai dit, moi, sincèrement, moi, ma première critique que j'ai faite, ça a été Star Wars 7. Et j'avais dit que j'avais bien aimé, mais je sais aussi que c'est une merde quelque part, parce que malheureusement, c'est en fait Star Wars 7, c'est exactement les autres Star Wars, tu vois. Et pourtant, j'ai dit que je l'avais apprécié parce que bah, je suis un fan. Et pourtant, ben, je suis allé voir Star Wars 8 et j'ai dit que c'était une merde. Et je sais que je vais aller voir Star Wars 9 parce que j'aime Star Wars. Parce que même Alien, tu vois, même Alien Covenant, c'est une grosse merde. Mais s'il propose un autre Alien, je vais aller le voir. Parce que j'aime le cinéma, tu vois, pour ce qu'il apporte. Il y a toujours un espoir qu'un bon réalisateur, avec un bon scénariste, une bonne équipe, des gens passionnés, des gens amoureux de leur travail, vont arriver à nous sortir un excellent film.
tu vois, même si ça sera pas le truc aussi génial que le premier, ou voilà, va arriver à nous pondre une petite pépite. Je l'espère, tu vois, même si je n'y crois clairement pas, mais on sait jamais. Et ça serait dommage de temps en temps, enfin, ce serait même con plutôt qu'on boude en fait tous ces films. On sait jamais. Il faut aller les voir parce qu'on sait jamais. C'est pas parce que tout le monde dit que c'est de la merde que vous allez dire que, enfin, vous allez voir de la merde en fait. Vous allez peut-être l'apprécier. Alien Covenant, il y en a qui ont réussi à l'apprécier. Pour on ne sait quelle raison, peut-être parce qu'ils sont pas fans de la saga en général, peut-être que c'est leur premier Alien, et finalement, grâce à ce Alien Covenant, ils vont regarder les premiers Aliens. Tu vois, il y a toute une possibilité, il y a tellement de choses en fait, et c'est ça aussi la beauté du cinéma, mais malheureusement aussi, ben, pour nous en tant que fans, ben, on a un autre regard aussi, on est plus critique, tu vois, là tu critiques Alien Résurrection, tu critiques les Aliens versus Predator, alors que tu vois, moi je suis en train de les défendre, tu vois, Hmm. c'est comme ça, c'est toute la beauté de la chose aussi. Ok. Bah écoutez, hein, sur ces bonnes paroles, hein, on va se quitter. J'espère que vous avez apprécié notre discussion, hein, sur les films Alien. Après, on a essayé de survoler plus ou moins certains films de la saga parce que c'est vraiment long, sinon on aurait pu passer des heures et Alors, des heures à en parler plus en détail. on Donc a fait une émission courte là quand même, on a fait quoi, 10 minutes? ouais, voilà c'est ça. Donc Parfait. je te remercie Guy d'avoir participé avec moi Ben, à cette émission. grand plaisir, merci pour l'invitation. Et puis voilà, peut-être qu'on en refera une autre, hein, sur une autre saga. Et puis je vous dis à bientôt, hein. Salut Guy, à toi. Ben, ciao ciao à tous ceux qui nous écoutent et n'hésitez pas à nous dire ben, quel sujet vous aimeriez qu'on parle. Bon, on sait jamais, ça peut être très intéressant d'avoir vos retours. Voilà, ciao ciao. Salut.